Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, 22e épisode de cette saison, peut-être le 105 ou 106e au total. J'espère que vous vous portez bien en ce mardi soir. Je vous vois ici dans le chat, ça fait plaisir de pouvoir vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Une belle semaine en attente avec pas mal d'émissions. Il y aura également Loop un peu plus tard dans la semaine. Mais aujourd'hui, vous l'avez compris, et c'est un épisode que je vous avais annoncé il y a déjà quelques semaines, nous avons une grande personne. Avant ça, vous savez qu'en début d'émission, j'aime bien vous dire voilà, les semaines suivantes, j'aurai un tel, XX viendra me voir, tout ça. Je vais vous regarder dans les yeux pour vous dire que pour les prochaines semaines, il n'y a rien de prévu. Il y a tout simplement rien de prévu. Parce que la semaine prochaine, je prendrai une petite semaine de vacances, histoire de pouvoir redémarrer la machine et terminer la saison comme il se doit. Donc, je suis totalement ouvert aux suggestions pour le calendrier que je ferai à partir d'avril. Donc, c'est-à-dire dans 2, 3, 4, 5, 6 semaines. De même, j'en profite pour vous annoncer quelque chose. Zach en live, c'est très souvent en live. À peu près 3 émissions sur 4 sont en live. 1 sur 4 est à peu près enregistrée, d'accord. Tout simplement parce que des fois, ça peut convenir à l'invité de le faire en enregistré. Je préfère une émission enregistrée que de ne pas faire d'émission, tout simplement. Et il faut savoir qu'à partir d'avril, à peu près, je monterai à Paris qu'une semaine sur 2. C'est-à-dire que quand je monterai, je ferai une émission en live et une en préenregistrée qui sera diffusée du coup la semaine d'après. Donc comme ça, au moins, je vous dis tout dès le début. Il n'y a pas de est-ce que c'est live, pas live, nana. Et ben vous verrez, quand je suis avec la tablette, c'est live. Quand je suis pas avec la tablette, ce n'est pas live. Voilà pour les détails. J'ai vu certains de vos noms, de vos suggestions, des noms très sympas, Villebrequin, Hit the Road, bien d'autres. On verra tout ça et j'enverrai des petits messages, vous inquiétez pas, histoire d'organiser tout ça et de vous proposer, comme d'habitude, un calendrier d'invités aux petits oignons. Pour le reste, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous avons un grand monsieur de YouTube qui a directement accepté de venir dès que je lui ai fait la proposition sans aucun chichi. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric de la chaîne Joueur du Grenier. Bonjour monsieur, comment vas-tu? Salut, ça va bien toi? Ouais, ça va super, super. Merci de me recevoir. Très heureux, franchement. Comme j'ai dit, je te l'ai dit en off, je le redis en live, le fait d'avoir accepté directement, ça m'a enlevé une belle épine dans le pied parce qu'il y en a certains, je te cache pas que c'est un peu plus difficile de les avoir. C'est quoi, il dit non, puis oui, puis non Oui, non, ou alors organisation un peu bancaire. Alors cette date, oui, alors, non, 2 jours avant, tu vois, donc ça te complique un petit peu la chose. Certains répondent pas ou mettent un peu de temps, tu peux courir après, donc c'est très désagréable. Quand toi, tu m'as dit oui dans la soirée, j'ai fait... C'est rafraîchissant. Après, t'as eu de la chance, hein, parce que des fois, ça m'arrive de laisser traîner un message. Et tu sais, je fais le truc que font tous les gens qui ont un gros emploi du temps, c'est je réponds mentalement. Et je fais oui. Mais juste, je réponds pas. Dans les faits, t'as rien dit. Donc dans ta tête, tu t'étais dit OK et t'as complètement oublié de donner la suite. Et ça se trouve, le truc n'a plus lieu derrière, tu vois. C'est ça. C'est ce que je me suis d'ailleurs, parce que je suis revenu te message que hier, alors que ça faisait un mois et demi. Moi, très honnêtement, je pensais que c'était annulé. Parce que je l'ai dit d'ailleurs aux autres. Et je me suis dit, j'aurais dit, je sais pas, j'avais un truc le 15, j'avais noté Zach en roue libre le 15 sur mon calendrier, et je vois qu'on est 2 jours avant, aucune nouvelle, donc peut-être c'est annulé. Donc franchement, ça a été pas du tout. C'est l'exercice même de ce que tu viens de dire, tu vois, le fait que mentalement. T'as répondu non, c'est bien tenu. C'est ça. Mentalement, je m'étais dit bon, ok, c'est good, on a une date. Et quand la veille, j'avais vu que je t'étais toujours pas revenu de relancer, j'espère que c'est bon. C'est pour ça que j'ai envoyé un message en mode ouais, alors du coup demain 18h, quand tu m'as pas dit que c'était mort, je fais yes. Ça va, tout va bien en ce moment, tout roule. Ça va. Ben là, on vient de sortir notre dernière vidéo, donc c'est pile le moment où ça va. En fait, ça aurait été 2 semaines plus tard, ça aurait été compliqué. La semaine d'avant, ça aurait été compliqué, mais là, ça va. Cette semaine, c'est bon. Post-sortie d'une vidéo, en général, c'est les quelques jours un petit peu plus chill, un petit peu décompresse, ça permet d'évacuer. C'est en fait, en sortie de vidéo, on entre dans la phase de recherche de la vidéo suivante. Donc, c'est le moment où on n'est pas encore en écriture, on n'est pas en tournage, on n'est pas en montage, on n'est pas en panique, en mode genre, il faut vite finir. Là, ça va, on est en train de commencer à réfléchir, on est en train de commencer à regarder les trucs dont on a besoin pour la prochaine vidéo, en fait. Ah là là. Et on voit que celle-ci a marqué un incroyable Castlevania, on le voit dans le chat, les gens sont très contents, ils ont l'air d'avoir apprécié, je l'ai regardé en plus celle-ci, franchement très belle. Le petit lore au début sur les vampires, les Carpates et tout ça m'a un petit peu inspiré. Alors, très content que ça aille bien pour toi en ce moment. Donc, ça veut dire que tu viens l'esprit libre et libéré. Zach en roue libre, un petit classique, comme d'habitude, comme à chaque début d'émission. Pour en savoir un petit peu plus sur toi, je vais me permettre de te demander qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire. Alors, je m'appelle Frédéric Molas, je suis né à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. J'ai perdu l'accent au fur et à mesure, parce que c'est vrai que plein de gens disent « Ah, mais il a perdu l'accent, c'est plus le même !» C'est un accent, ça se perd, voilà, faut ça. Et puis ensuite, les études que j'ai fait un... Alors, au lycée, j'ai fait un... Ça s'appelait STT à l'époque. D'accord. Je crois que maintenant, ça s'appelle STMC, il me semble. STMG. STMG, peut-être, d'accord. Ouais, c'est ça. Donc, sciences techniques tertiaires, options, action et communication commerciale. Ok, c'est du STMG. Voilà. Suite à ça, j'ai fait un BTS communication des entreprises, qui est un truc ronflant, qui ne sert à rien. Enfin, vraiment...
Je n'ai fait que des études qui ne servent à rien. Vraiment? En fait, ouais, j'ai fait parce que finalement, j'ai atterri dans la vidéo parce qu'en fait, j'ai commencé à monter des vidéos en dehors de mes études parce que ça m'amusait tout simplement. Ouais, ouais. En faisant un truc qui s'appelait des machinimas, c'est-à-dire quand tu montes des vidéos sur des images de jeux vidéo. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire du montage en fait. Mais sinon, toutes les études que j'ai fait, c'était du, c'est genre En fait. Le truc que j'ai fait, ça sert à devenir stratège de communication. C'est vraiment le truc pour bosser dans la publicité, machin, etc. Faire une agence du consulting. Ouais, du consulting, je suis stratège. Tu sais, le truc, c'est que t'as 18 ans, tu sors de tes études, tu arrives dans une entreprise, tu fais ouais, je suis stratège. Regarde, ils explosent de rire. Donc, ça sert à rien. Et après ça, j'ai fait une licence formation multimédia. Ou pareil, qui ne servait absolument à rien parce que c'était en fait un truc pour les gens qui voulaient faire du code et de la programmation. Et moi, je venais d'une section genre un peu plus communication. Pas marketing, donc, tout ça, machin. Toi, voilà. t'étais plus habilité à peut-être vendre, entre guillemets, des choses, Ouais, voilà. des solutions, des services, Donc, X ou c'est vrai Y, que de que faire du code, quoi. Quand on m'a dit, bon alors, aujourd'hui on fait du C++ et du PHP, j'étais en mode, non. Je fais des machinimas. Non, moi je fais pas ça, non. Donc voilà, finalement, après ça, en fait, c'est après tout ce bordel d'études qui n'a servi à rien, j'ai rien foutu parce que j'ai fait Warcraft pendant 1 an et demi. C'est un job, hein. C'est ouais. Warcraft, c'est un taf, hein. Effectivement, pendant 1 an et demi, j'ai fait rien d'autre à part jouer à des jeux vidéo et à rien foutre de ma vie. Et puis un jour, ma mère a entendu à la radio un truc qui parlait d'une formation qui faisait de la vidéo et elle savait que j'aimais bien la vidéo. Donc elle m'a parlé d'une formation qui était payée par la région, c'est-à-dire que tu y allais et la région te donnait un petit salaire pour y aller. Petite subvention et tout, propre. C'est ça. Et du coup, j'y vais, mais en attendant rien du tout. J'y vais en mode juste pour toucher les 400 balles par mois d'aide à la région, quoi. Donc voilà. Et c'est là-bas que je rencontre Seb, en fait. Et ensuite, de fil en aiguille, on est arrivé. C'est notre rencontre, en fait, avec Seb qui a fait qu'on est arrivé là où on en est aujourd'hui. En fait. Le hasard qui fait bien les choses, en quelque sorte. C'est ça, le hasard. Parce que La communication radio, comme ça, qui a permis de débouler une tonne de choses derrière. Il y a un univers où ma mère n'a pas allumé la radio ce jour-là et je suis jamais allé à cette formation et je sais pas ce que je fais. T'as dit un truc marrant au début, t'as dit qu'un accent ça se perd. À l'inverse, est-ce que tu penses que ça peut se gagner? Oui, mais en fait, toi tu viens de Lyon, c'est ça? Ouais, exact. Genre, je sais pas s'il y a un accent à Lyon, je crois pas, non? Alors apparemment à Lyon, c'est des O un peu plus appuyés, genre sur le mot rose. Tu vois, apparemment je dis, enfin pas moi, mais ceux qui ont l'accent lyonnais ou de la région lyonnaise ne disent pas rose de la même manière qu'ailleurs, tu vois. D'accord. Bah, je sais qu'un accent, ça se perd et ça se regagne très très vite en fait. Par exemple, quand je retourne dans le sud pour les vacances à Noël ou quoi, très vite, je suis entouré de gens qui ont l'accent et très très vite, l'accent, tu le reprends. C'est comme ça, c'était l'accent. Ouais, bien sûr. C'est un truc culturel, l'accent, c'est une construction culturelle, donc ça revient très très vite aussi. Ouais, c'est ce qu'ils disent dans le chat, l'accent de Marseille, ça se regagne vite, etc. Ouais. Moi, je pense avec l'environnement, le cerveau qui s'y remet, et tout, ça doit être assez marrant quand même. Tu as parlé de Warcraft, etc. Au milieu de toutes ces études et de ces compétences qui servent à rien, tu sais, il y en a, ils sont capables de dire, ok, dans ma vie d'après, ces quelques compétences d'études m'ont servi à faire, je sais pas, de la compta, du droit, à un moment professionnellement. Toi, apparemment, ça a vraiment servi à rien. Bon, je pense qu'il y a un truc qui a servi pendant cette période-là. Ah, ça a servi à rien. Ou pas grand-chose. Ouais, pas grand-chose. Si on peut se permettre, tu vois, non, mais après, voilà. Après, bon, les études que j'ai fait, au moins, en fait, c'est ma rencontre avec Seb qui a fait que, voilà, derrière, ça... Mais même la formation en elle-même était pas ouf. Mais bon, après, je vais pas cracher dans la soupe. Sinon, après, les gens qui sont dans le centre de formation, ils vont encore se dire que je dis de la merde sur eux. Ils vont mal le prendre, ils vont se dire, alors qu'à l'époque, on l'a financé. Bah ouais, mais en fait, le truc, c'est... Moi, je l'ai gardé un peu mauvaise, ma formation, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on était la première année de formation. En fait, c'est-à-dire qu'on faisait une formation d'audiovisuel, il y avait personne avant nous, c'était la première année où ils faisaient ça. D'accord. En fait. Et donc, quand on est arrivé, il y avait rien. Il y avait rien. Il y avait les caméras, c'était des caméscopes avec des cassettes mini DV, parce qu'à l'époque, il y avait pas du numérique encore. Et donc, on est vraiment arrivé en mode, il y avait rien. On est arrivé, on nous a dit, voilà votre salle de cours d'audiovisuel de cinéma. Et c'est genre, c'était une salle avec des tables, rien. Vous avez posé les bases de la chose, quoi. C'est vraiment, on n'a rien, on a tout construit de zéro. Et en même temps, en fait, la qualité principale quand on veut bosser dans l'audiovisuel, c'est la débrouille. Donc, on te donne un rouleau de gaffeur et démerde-toi. Donc, et quelque part, ça nous a servi. Parce que le fait de partir de rien, de vraiment du point zéro, où on n'a même pas de matos, on n'avait pas de pied, on n'avait rien. C'est genre, en fait, là où on a bossé, c'était une ancienne maternelle. Donc, t'avais encore les urinoirs à hauteur d'enfant.
Donc, fallait bien viser, quoi. Ouais. Et du coup, le fait de partir de rien, finalement, ça nous a appris à se débrouiller, en fait, et à faire du système D, en fait. Mais c'est assez intéressant parce que c'est vrai que ce côté débrouille, t'en as, allez, bon, pourcentage sorti des fesses, tu vois, mais il y en a 50% qui vont se noyer dedans parce Ouais. que on les a pas guidés, ils ont pas de choses pour leur indiquer la marche à suivre. Et t'as 50%, ça va stimuler leur créativité, tu vois. Complètement. Et donc, du coup, derrière, ça te développe une qualité vraiment assez grosse et qui va te servir dans plusieurs pans, tu vois. Ouais, et complètement. Et en vrai, parce que une anecdote, c'est que très souvent, je vois des gens qui ont fait genre l'ESRA ou des gros trucs audiovisuels qui vont sortir et quand ils vont arriver dans un truc où il n'y a pas tout le matos qu'ils avaient, genre quand ils étaient en école, ils vont arriver, ils vont faire non, attendez, je peux pas filmer cet arbre, je n'ai pas mon 40 mm. Enfin, tu vois, et tu fais non, mais on s'en fout, démerde-toi. Enfin, tu vois, la débrouille, ça fait partie des qualités à avoir pour bosser dans l'audiovisuel. Donc, au contraire, tu te débrouilles, tu fais avec ce que tu as. Hein. Total. J'ai reçu Carnage ici d'OTP, tu vois, qui produit la plupart des grosses émissions Twitch, tout ça, machin. Et il disait plus ou prou ce que tu disais vis-à-vis de ce côté un petit peu débrouille, apprendre sur le tas, avoir la curiosité aussi de te mêler dans l'audiovisuel, par exemple, tu sais, sur une équipe ou un plateau ou un truc, de ce que font les autres autour de toi. Comme ça, tu te rends compte aussi des différents enjeux. Donc, ça fait écho un peu à ce que tu dis, tu vois. Et donc, du coup, moi, pour ce que je voulais dire, au milieu de tout ça, donc de ces études, de cette débrouille, bon, après, je suppose que ça a commencé plus tôt. Niveau jeux vidéo, ça a donné quoi? Niveau premier amour, première console, début de la chose, quoi. Jeux vidéo, moi j'ai commencé très jeune en vrai parce que jeux vidéo. La première. Ça remonte tellement loin. Là. Mon père, quand j'étais petit, m'emmenait tous les week-ends, en fait, parce que mes parents ont divorcé quand j'avais genre 1 an. Et donc, m'emmenait tous les week-ends. En fait, il allait jouer au PMU et boire des coups. Et il me filait 30 francs pour aller sur les bornes d'arcade, en fait. Et c'est comme ça c'est là où j'ai vraiment joué. Mes premiers trucs de jeux vidéo, c'était des bornes d'arcade dans un vieux PMU qui sentait la clope. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert vraiment le jeu vidéo. Après, ma première console, je crois que je l'ai eu vers 8 ans à peu près. C'est pareil, c'est mon père aussi qui, en voyant que j'aimais bien les jeux vidéo, m'a offert une Lynx Atari, du coup, qui est une console portable couleur qui est sortie, ça devait être en 91, je crois, si je dis pas de bêtises. Première console que j'ai pété aussi, puisque je me souviens très bien que j'ai joué dans ma chambre sur mon lit, en fait, à un jeu qui s'appelait Rigard, un jeu de plateforme, et chaque fois que je perdais, je mettais un coup de genou sur ma console. Ouf. Ah là, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Jusqu'au moment où elle s'est pas rallumée et que voilà. Papa, mauvaise qualité la console là quand même, hein, pas ouf. Hein. Ah, j'avoue. Mais sinon après, ouais, pendant ce temps-là, je voyais, j'avais vu chez des amis qu'ils avaient la NES et ils jouaient à Chip 'n Dale à l'époque ou à Tortue Ninja sur NES, ou aussi j'avais des amis de mes demi-sœurs qui avaient une Atari 2600 avec le jeu Astéroïde. Enfin, donc ça remonte, c'est vieux quoi. C'est très vieux, mais ouais, j'ai jamais arrêté de jouer à des jeux vidéo en fait. J'ai toujours joué en fait. Ce côté borne d'arcade, ça aussi a été le début pour énormément de gens. Hein. Ouais. Moi, pareil, dans les bornes d'arcade, j'avais commencé. Ça n'a pas été les premiers jeux, tu vois, mais des Virtua Tennis, des. Non, c'était pas Metal Gear Solid, mais les petits. Il y avait alors un petit duo qui démontait tout ce qu'ils faisaient en avançant au fur et à mesure. Je sais plus comment ça s'appelait, mais certains. Bubble, non? Non, certains vont dire. Donc c'était un duo avec une sorte de mini jeu de guerre où tu vois, tu avançais, tu avais des armes et tu dégommais des zombies. Metal Slug, bien sûr. Metal Slug, d'accord. Ouais. Ma description était assez pas ouf, mais c'est Metal Slug, exactement. C'est pas vraiment des zombies, mais oui. Non, je sais plus de tête, franchement, j'avoue, ça fait un paquet d'années que j'y avais pas joué. C'est assez drôle et de voir que l'impact qu'a pu avoir, du coup, en quelque sorte, ces petites bornes d'arcade pour des gens. Toi, derrière, quand tu as commencé cette formation et que tu as dû être un peu en débrouille, où tu rencontres Seb à l'époque, c'est comment, parce que tu nous dis que tu as fait des machinima derrière, donc des montages faits à partir d'images de jeux vidéo, c'est comment que tous les deux vous êtes dit, tiens, ça, pas mal, on va en faire un petit peu, quoi. En fait, ça c'est une anecdote que j'ai souvent racontée, c'est qu'on avait un cours. En fait, des fois, ça nous arrivait de fonctionner par duo, par trio. On se mettait en groupe. Les projets de groupe, ouais. Ouais, c'est ça, des projets de groupe. Et on avait un cours qui s'appelait un cours de sémiologie, qui est donc un cours où on devait analyser. C'est un cours d'image, on te fait remater des vieux films, genre le machin Potemkin, des vieux trucs, vraiment, des vieux films. C'est un peu de la branlette. Et on avait un exercice où on devait, en fait, à partir d'images qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres, recréer une histoire. Donc en fait, Seb et moi, on se retrouve dans le même groupe à l'époque. Alors, on se connaissait pas spécialement, pas plus que ça en vrai. Et là où tout le monde avait pris l'exercice super au sérieux, mais en faisant des trucs dramatiques, genre oui, alors,
l'histoire d'un homme qui divorce de sa femme, machin, mais des trucs dramatiques. Nous, on a regardé nos images, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et on est parti dans un truc où on s'est dit, vas-y, on fait n'importe quoi. Et donc, on a créé une histoire qui s'appelait Jeanne et le castor, qui était une histoire d'une meuf qui tombe amoureuse d'un chat pour se battre contre des castors et pour sauver une église qui est une forme de nibar. Enfin, c'est n'importe quoi. Et en fait, on est parti, au moment de présenter ça au reste de la classe, on est parti en fou rire, en fait, mais vraiment, parce que c'était de la merde ce qu'on était en train de faire. Et on s'enfonçait dans le n'importe quoi, en fait. Ce sentiment de malaise quand t'as fait une préparation ou un rendu absolument merdique, ou entre t'as envie de t'enterrer et d'exploser de rire, quoi. Ouais, mais en fait, c'est que on l'avait pas fait sérieusement du tout, hein. On était vraiment y allé en mode, mais ce cours, c'est de la merde, donc on va faire de la merde. Et donc, on y est vraiment allé en faisant n'importe quoi. Et on était explosé en fou rire devant la moitié de la classe, qui évidemment, parce que le fou rire, c'est communicatif, sauf le prof qui nous regardait comme ça. Militaire. Ouais, vraiment, parce que lui, c'était vraiment. Ils sont en train de se foutre de ma gueule, là. Ils sont en train de se foutre de ma gueule. Et donc, c'est comme ça qu'après, on a commencé à traîner ensemble quand on a vu qu'on avait les mêmes délires, machin. Et après, on a fait quasiment tous les exercices ensemble pendant les 2 ans de formation. Les prémices de quelque chose qui aura lieu quelques années après, derrière. Ça, finalement, ouais. C'est assez drôle parce que du coup, petite question comme ça, quand t'as fini cette formation, t'es sorti à peu près à quel âge? C'était. Fou. Alors, je saurais pas. Genre, En gros, je me permets, je t'explique. Mon point de référence, c'est Warcraft, en fait. En fait, moi, je t'explique. En réalité, j'ai fait, en faisant mes recherches, j'ai vu que tu avais posté, du coup, vous aviez commencé YouTube, Ouais. en 2009. Ouais, du coup. c'est ça. Ouais. Donc, t'es né en 82, ça faisait 27 ans. Et Ouais, donc, du coup, j'avais 26 ans, quand on a commencé, ouais. tu as 26, 27 ans. Et je me disais, si tu as fini la formation, imaginons, allez, 22 ou 23, qu'est-ce qui s'est écoulé pendant ces quelques années entre le début de YouTube et la fin de la formation? Alors, avant ça, on avait en fait, quand on est sorti de formation, moi, j'ai eu un long stage de 6 mois dans une office de tourisme où je foutais rien. C'était vraiment, tu sais, j'avais un truc à faire. Il m'avait dit, oui, tu fais. Tu sais, on m'avait filé 15 photos et on m'a dit, voilà, t'as 4 mois pour le faire. J'étais en mode, ok. Donc, je l'ai fini en 20 minutes. Et puis après, j'ai rien fait pendant 5 mois et 29 jours. Donc. T'allais quand même sur place? Ah non, je leur ai dit, j'ai besoin de bosser chez moi. Vous avez pas le matos ici. Du coup, j'ai rien foutu. Oh, les 4 mois de vacances royales. Non, mais ils comprenaient rien. De temps en temps, j'y retournais. Tu sais, j'avais foutu vraiment toutes les transitions d'Adobe Premiere, la transition étoile, la transition cœur, la transition volée. Et ils faisaient, ah ouais, c'est génial, ça, comment vous avez fait? C'est exceptionnel. C'est compliqué à expliquer. Et bon. C'était bon, voilà. Et après ça, en fait, on s'était réunis avec 4 autres personnes pour créer une association qui existe encore. Et encore aujourd'hui, des fois, je reçois des appels pour cette association qui ne fonctionne plus. Mais on avait créé une association, que je ne vais pas donner le nom, parce que je n'ai pas envie que les gens retrouvent le numéro, mais qui faisait de la promotion du patrimoine, machin, etc. Et on a commencé à faire des films pour des mairies ou des choses comme ça. Donc, c'est stylé, ça. on a fait des films institutionnels, en fait. Alors, ce n'était pas très, très intéressant. C'était essentiellement, on allait dans des villages... pour filmer la fête de l'artichaut ou des trucs qui se passent. Et ensuite, à la fin de l'année, on fait un petit film pour les vœux du maire, en mode genre, voilà ce qui s'est passé. D'où vient la fameuse phrase Carrefour culturel du sud de la France, le village de machin est à la croisée de modernité et tradition. Enfin bon, c'est du bullshit, mais vraiment que tu mets à l'infini. Et les maires, ils font, ah oui, c'est vrai qu'on est le Carrefour culturel de la France. C'est mon village de 2500 habitants, c'est bien le Carrefour culturel. Bref. Ils se reconnaissent parfaitement là-dedans. Après, c'est diffusé à la mairie en boucle pendant 6 mois, ils sont contents. Et en fait, vraiment, des fois, je changeais juste le nom de la ville. En fait, je mettais le même texte et je changeais le nom de la ville. Et les gens faisaient, ah oui, ça c'est bien nous. Ouais. Et du coup, on a fait ça pendant quelques années. Les deux, en fait, on était 4 au début, puis très très vite, on s'est retrouvés plus qu'à 2 parce qu'en fait, les 2 autres personnes ne croyaient pas qu'on allait faire quelque chose. Enfin, pensaient pas qu'on allait pouvoir arriver sur quelque chose. Amener la chose plus loin. Amener la chose plus loin, donc elles sont parties et on s'est retrouvés plus qu'à 2 avec Seb. Et du coup, en fait, on a fait ça quelques années, puis en fait, on est arrivé à un moment donné, on a fonctionné avec un système de contrat aidé qu'on pouvait avoir à l'époque. Et on est arrivé à un point où les mairies ont eu moins de thunes pour financer ce genre de truc à un moment donné, parce que je crois que l'État leur a enlevé c'est un shift politique, une mesure X ou Y, quoi. L'État leur a enlevé des subventions, enfin je sais plus comment ça marche. Mais du coup, en fait, on s'est retrouvé dans une situation où on avait encore
6 mois de salaire, on avait 6 mois de trésorerie à tirer, entre 6 mois et 1 an à peu près, mais on n'avait plus de boulot, on n'avait plus rien à faire. Donc ben là, il s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait pendant cette année. Donc est-ce que, on continue à faire des films pour des mairies juste histoire de ne pas avoir un trou dans le CV, tu sais. 2, est-ce qu'on prend un an de vacances? Un an de vacances, Seb part de son côté, je pars de mon côté, un an de vacances, et puis après, chacun part de son côté, vivre sa vie. Bah, vive la vie, ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Ou 3, est-ce qu'on fait quelque chose qui nous plaît un petit peu, et est-ce qu'on essaye de s'amuser et de rester dans la vidéo, de faire de la vidéo, mais en faisant quelque chose qui nous plaît. Et donc on connaissait à cette époque, je me souviens très bien, c'est marrant parce que je me souviens précisément du moment où j'ai parlé à Seb, parce qu'on regardait tous les deux le concept de l'Angry Video Game Nerd en fait, qui est notre équivalent américain, qui lui fait ça aux États-Unis. Et je me souviens très précisément du moment et du lieu où j'ai parlé à Seb et que je lui ai dit ce serait cool qu'on essaye de faire le même genre de truc en français, machin, etc. Dis-nous, quel est le moment? C'était dans la mairie de Bages. C'était la mairie de Bages, qui est un petit village à côté de Perpignan. Mes Bageois, si vous nous écoutez. C'est ça. Et je me souviens très bien, on était en train de faire... Je me souviens qu'en fait, on nous avait demandé de cacher des caméras pendant la réunion du conseil municipal. Parce qu'ils voulaient faire un espèce de truc caché pour les gens du conseil municipal. Ils voulaient faire un prank. Ouais, c'est ça, c'est un prank bien avant l'heure. Ils voulaient faire un prank. Et du coup, on avait caché des caméras, mais on n'avait rien. Donc, on avait fait des gros trous comme ça pour cacher des objectifs de caméra énormes. Des mini-caméras, ça n'existait pas. Genre, on est en 2007, peut-être, à ce moment-là, tu vois. Et donc, on discute de ça et on se dit, ça serait bien de faire ça. Et donc, avec Seb, on se dit, bah ouais, pourquoi pas. Donc on sait qu'on va, à ce moment-là, essayer de faire un truc un peu qui va parler de jeux vidéo. Mais pas forcément, en fait, sur les jeux rétro. Parce qu'en fait, il faut savoir, Joueurs du Grenier, au début, c'était pas sur les jeux rétro. En fait, la première émission, l'émission 0 de Joueurs du Grenier, c'était sur des jeux indés. C'était sur des petits jeux flash, indés, machin, etc. Et je sais que les premiers jeux qu'on avait envisagé de faire, c'était... Alors, il y avait Toribash, qui était un truc, un jeu de baston, de ragdoll nul. Et il y avait un autre jeu trop bizarre où c'était des cerfs avec des têtes d'humains. Enfin, je me souviens, voilà. Et donc, on avait commencé à écrire quelque chose là-dessus. Et en fait, très vite, on est en mode genre, ça nous emmerde, ça nous parle pas. Enfin, et parce que Seb et moi, on a 1 mois d'écart en fait, donc on a vraiment connu exactement les mêmes choses. Même génération, même référence, même tout. Ouais. Et donc on s'est, parce qu'à la base, on voulait pas faire comme l'Angry Video Game Nerd, parce qu'on se dit ça fait chier quand même de reprendre exactement le même concept, c'est un peu du plagiat. Et donc on fait un truc différent. Et finalement, on se dit ça nous emmerde quand même. Et en fait, on se dit c'est bon, quoi. Je veux dire, ok, la VGN, il parle de jeux vidéo, mais nous aussi, on a eu une jeunesse, tu vois. Il a le même âge que nous, la VGN, donc c'est pas parce qu'il en a parlé, c'est pas parce qu'il y a un mec au bout du monde qui en a parlé que ça devrait nous interdire à nous de le faire aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et donc, on se dit, fuck it, on le fait. Et donc, c'est comme ça qu'on lance le concept Joueurs du Grenier. Du coup. Mais je crois que tu avais dit, en plus, il y a quelques mois, années, que genre vos 2 premières vidéos, même toi, avec un peu de recul, oui. C'était... Les 2 premières vidéos, c'était vraiment un peu trop de la repompe, notamment au niveau des têtes et des gimmicks. À l'époque, on n'avait pas trouvé le format, parce qu'on a mis quand même, je pense qu'on a mis 6-7 vidéos à trouver à trouver un format définitif. Et les premières vidéos, tu sais, il y avait les grosses grimaces où je faisais je prends le jeu, je pourris. C'était vraiment un peu trop de la repompe. Et en fait, c'est vraiment à partir de l'épisode de Dragon Ball où on a commencé à trouver notre format à nous, c'est-à-dire un format à base de un petit peu de mise en scène, des sketchs et la vidéo avec un début, une fin, enfin une histoire qui se tient le long du truc. Ouais, plus les voix off, tout ça, machin. Plus les voix off. Ça après, lui, il le faisait aussi, tu vois. Ah, bien sûr. Mais c'est lui, ce qu'il ne fait pas, parce qu'il a essayé de le faire, mais il n'a pas beaucoup fait, c'est de mettre une histoire, c'est-à-dire avec une intro, une conclusion, un truc au milieu, un fil rouge. Un fil rouge. Voilà. Ou ça, il le fait pas beaucoup, parce que c'est pas très américain, en fait, de faire... Tu remarqueras, aux États-Unis, il y a très peu d'Américains qui le font, de mettre des moyens dans une vidéo YouTube. Eux, ils ont très ce côté... à l'arrache, ils ont très ce côté, on le fait... Out of the box, quoi. On est là, voilà. On envoie. C'est ça. Non, mais c'est assez marrant parce que tu vois, c'est pas un débat, mais forcément une question qui revient très souvent dans la création, que ce soit genre de contenu, même musical, etc. Genre, à quel point au début tu arrives avec tes inspirations, forcément, et à quel moment tu arrives à t'en détacher. Parce qu'il y en a, tu vois, même dans la musique ou autre, ils ont beaucoup de mal à se détacher des choses qui les ont inspirés, qui les ont fait du coup commencer de cette manière.
manière. Et alors que d'autres arrivent assez rapidement, au bout de quelques formats, notamment comme vous, à y mettre leur personnalité, leur touche perso, leur quotidien, leur vécu, leur manière de faire, leur pensée, leur goût, tu vois. Et donc du coup, c'est assez marrant de voir que même vous, ça avait commencé comme ça. En vrai, tu n'inventes jamais rien de zéro. En vrai, dans quoi que ce soit, je pense, le format, les films, c'est très rare que quelqu'un arrive et invente un truc de zéro. En général, t'arrives et t'as mélangé un petit peu de A, un petit peu de B, un petit peu de C, tu mélanges, tu touilles et ça donne un truc neuf, tu vois. C'est pour ça que nous, ça a mis du temps, ça a mis quelques vidéos à se démarquer quand même, c'est normal. C'est marrant parce qu'il y a quelqu'un du coup qui demande dans le chat, je me permets de prendre, mais il y en a un qui demande si à l'époque vous étiez peut-être inspiré aussi de Retro Game One, des choses comme ça, peut-être, ou pas du tout. Non, pas du tout. Non, vraiment, moi, je regardais pas trop. En fait, j'avais pas les chaînes de la télé. j'avais pas Game One. Plus rapide. Donc, ouais, voilà. Mais non, on s'est pas du tout inspiré de Game One. C'était vraiment notre. Les 5 sources d'inspiration qu'on avait et qu'on a toujours, c'est numéro 1, c'est les films des frères Zaz. Donc les frères Zucker, donc tout ce qui est y a-t-il un flic, y a-t-il un pilote, tout cet humour absurde en fait qui vient des années 80, Hot Shot, Hot Shot 2, mon film préféré, quoi. Enfin mon film préféré humoristique. Tout cet humour absurde en fait qui vient des années 80, c'est vraiment ma grosse référence en fait les Zaz. Après on avait François Pérusse, qui est pour moi une très grosse inspiration au niveau de l'humour. J'adore vraiment François Pérusse, je trouve qu'il est exceptionnel. Les Monty Python aussi, un petit peu moins les Monty Python, mais ça joue aussi dans le style d'humour aussi différemment absurde. Ah, bien sûr. Le Nostalgia Critique aussi, qui au final nous a beaucoup plus inspiré en fait que la VGN. La VGN nous a inspiré au niveau de la forme, le Nostalgia Critique nous a plus inspiré au niveau du fond. En fait, le Nostalgia Critique qui est donc un type qui fait des reviews de films aux États-Unis et qui a aussi une forme d'humour un petit peu absurde, un petit peu vénère. Un peu décalé, un petit peu décalé, exactement. Et donc, qui lui nous a beaucoup inspiré aussi. Et enfin, la VGN, du coup, qui lui nous a plus inspiré dans la forme, en fait, dans l'emballage réellement, du coup. Enfin, voilà. C'est assez intéressant parce que du coup, j'ai quand même le sentiment que votre association et ce que vous aviez fait du coup pendant quelques années avec les mairies de Bages et compagnie, ça vous a aussi servi à prendre, je pense en tout cas, votre premier matériel et du coup d'arriver dès votre première vidéo sur un format déjà un petit peu abouti. Parce que je me la suis refaite justement pour cette émission et franchement, alors autant il y a un demi-milliard de vidéos qui ont mal vieilli, autant on peut pas vraiment dire ça de vous, quoi. En fait, effectivement, quand on a commencé, on avait le matériel qu'on avait acheté pour faire nos films institutionnels. Donc, on est arrivé, on avait une caméra, on n'avait pas une webcam, tu vois. En fait, le truc, c'est qu'il faut voir qu'on arrive en 2009, personne ne montre sa tête en 2009. Il y a rien sur YouTube, il y a rien. C'est tellement loin qu'on a du mal à s'en rappeler. C'est Commentary Modern Warfare 2, tout bête. Voilà, il y a personne. Alors, il va y avoir les plus gros, ça va être genre Hooper. Ou Bibi 300 qui ont 10 000 abonnés, tu vois. Ça va être ça, les plus gros youtubeurs de France, ça va être ça quoi, à l'époque. Parce que tous les gens, genre Squeezie, Cyprien, ils n'existent pas à l'époque. Ils sont même pas. Cyprien, il est peut-être sur Dailymotion à ce moment-là, mais ils sont pas sur YouTube. Et pourquoi il n'y a rien? C'est parce qu'aussi, il n'y a pas de monétisation. Quand on commence en 2009, on ne peut pas gagner d'argent avec YouTube. Ça n'est pas possible. Ça, je crois que ça commence à partir de 2010-2011. Mais en 2009, c'est pas possible. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de raison de mettre des efforts dans un truc qui te fait rien gagner, quoi, tu vois. Et donc, quand on arrive avec un format un petit peu monté, avec des sketchs, des gags, machin, etc., forcément, l'écriture et compagnie. Donc, forcément, ça se dénote. Et après, on a mis du temps. Hein. Je pense que c'est toujours pareil. Hein. C'est la vidéo Dragon Ball, en fait, qui nous a fait exploser. Hein. Sinon, elle arrive au bout de combien de temps exactement, la vidéo Dragon Ball? Dragon Ball, je crois. Alors, je sais plus si c'est la 6e ou la 10e. C'est dans les 10 premières, en fait. C'est dans les 10 premières, mais c'est celle-là qui nous fait réellement exploser parce que Dragon Ball. Et aussi parce qu'en fait, quand on commence en 2009, et ça, c'est terrible de se dire ça, quand on commence en 2009, les années 90, c'est 10 ans avant. Là, on est en 2022, les années 90, c'est il y a 22 ans maintenant. Donc, quand on commence en 2009, la PlayStation 2, elle n'est pas sortie il y a si longtemps que ça, tu vois. Non, bien sûr. La PlayStation 2 était sortie il y a genre, je crois, 7 ans, et la PS3 est sortie en 2006-7, un truc comme ça, tu vois. Donc, en fait, c'est encore assez... C'est ça. Mais c'est surtout qu'on est très proche des années 90, en fait. Donc, les gens qui commencent à nous regarder en 2009, ce sont des gens qui ont vécu le truc, qui s'en souviennent. Là où maintenant, les années 90, tu parles... il faut vraiment avoir plus de 30 ans pour s'en souvenir. Carrément. Et dans le chat, il le dit, je suis vieux. T'as mis des clims. Hein. Là, il y a des gens, tu les as climatisés intérieurement. Ça se voit que le fait d'avoir dit ça, ça a fait ouh. Faut pas vraiment.
Faut pas vraiment pousser sur le bouchon quand même. Donc du coup, c'est assez drôle parce que tu as anticipé un peu une de mes questions. J'allais dire, première vidéo 30 septembre 2009, etc. Et maintenant, quand on fait des recherches sur vos vidéos, elles ont toutes explosé, elles ont toutes des millions de vues. Parce que j'avais demandé c'était laquelle du coup qui vous a fait passer à un autre niveau. Dragon Ball, du coup. Hein. C'est Dragon Ball. En fait, c'est la première où on a fait un petit peu de fond. Déjà parce que c'est Dragon Ball. C'est la première où on a fait un petit peu de fond vert. On s'est un petit peu fait chier fond vert qu'on étendait sur une porte de ma chambre. Enfin, c'était fait en mode schlag. Et puis voilà, il y avait vraiment un fil rouge qu'on avait tenu pendant tout le long, le fameux ah c'est de la drogue. C'est parce qu'il y avait le truc en fait dans Dragon Ball tu as des sprites. Vous êtes fait chier, hein. Ouais, non mais c'est con mais oui. Dans Dragon Ball il y a un sprite de culotte en fait qui a été inversé pour la censure européenne qu'ils ont mis à l'envers pour faire un espèce de truc de rime et qui ressemble à un tas de coke en fait. Et donc c'est ça qu'on a. C'est pas le truc qu'on a tenu pendant toute la vidéo, mais au final ça marche bien parce que tu installes un truc au début de la vidéo et à la fin tu as le payoff du truc que tu as installé. Bien donc sûr. il y a vraiment un fil rouge, il y a vraiment un fil conducteur pendant toute la vidéo. Quoi, Et au moment où ça pète, donc voilà, vous êtes sortis de vos associations, des mairies, vous avez fait vos premières vidéos, donc premiers essais, les premiers comme tu dis, très inspirés, ensuite un peu plus de personnalité, un peu plus un truc qui vous ressemble un peu plus, et là bam ça pète. Tout commence, je pense, en tout cas la machine commence à se lancer. Vous dites quoi à ce moment avec Seb? Ben en fait, on se dit pas grand chose parce qu'on se dit c'est con, ça marche bien, mais on va devoir arrêter parce qu'il faut bien qu'on gagne notre vie, quoi. Tu vois. Et en fait, c'est suite à une rencontre dans un salon avec Fanta et Bob qu'on apprend que c'est possible de gagner de l'argent avec YouTube, et c'est à partir de là que réellement. Enfin La thune. La thune enfin. Non mais surtout c'est à partir de là qu'on se dit on va peut-être pouvoir continuer à faire ça dans notre vie, tu vois, parce que c'était vraiment c'était cool, mais Dragon Ball c'était la 10e vidéo, donc ça veut dire ça faisait plus d'un an, quasiment un an qu'on faisait ça. Bon, on était en mode bon c'est sympa, mais il y a un moment donné il va bien falloir payer le salaire, bien falloir, tu sais, à ce moment-là moi je vis encore chez ma mère, tu vois, c'est faut bien, il y a un moment à vivre, quoi, faut prendre son envol. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment après la rencontre avec Fanta et Bob qui sont hallucinés hein, quand ils nous rencontrent, parce qu'ils nous disent attendez, what the fuck, vous gagnez pas votre vie avec ça, alors que eux ils font beaucoup moins de vues que nous techniquement, même s'ils produisent beaucoup plus de vidéos. Mais quand Fanta lui il arrive sur YouTube, lui Fanta c'est un patron hein, c'est donc il arrive direct en mode ok, comment je vais gagner de l'argent avec ça, tu vois. Et du coup c'est lui et Bob qui nous apprennent à rentabiliser ça. C'est assez drôle parce que du coup tu vois, j'ai eu Monsieur le V12 ici il y a quelques semaines, et il m'avait raconté lui aussi qu'en 2010-11, tu vois, il était aussi parmi les premiers youtubeurs français à qui on avait parlé d'AdSense. Tu vois. Donc du programme, tu sais, en mode très secret. Il faut pas le dire à beaucoup de monde, mais vous allez bientôt pouvoir vous permettre de. Du coup, quand Fanta et Bob ils vous en parlent, genre vous avez eu un contact, un truc, tu vois, pour mettre la chose en place en quelque sorte. À l'époque, ils nous mettent en contact. Alors je sais plus si c'est eux qui nous mettent en contact ou si c'est Benzaï. Parce qu'on a déjà un petit cercle qui gravite autour de nous avec Bob, Benzaï, qui sont des potes. Et du coup, on rentre assez vite en contact avec une boîte qui s'appelle Machinima. Ouais. À l'époque. Oh la douille. Machinima.com, exactement. En fait, il faut voir que la stratégie de Machinima à l'époque, c'est qu'ils sont arrivés, ils ont fait des contrats ultra généreux avec tout le monde pour que tout le monde vienne chez eux. Et ensuite, 5 ans après, ils ont fait, et maintenant, divisé par 8. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait pour faire venir tout le monde chez eux. Donc, bon, dans le laps de temps, on a quand même pu commencer à gagner un petit peu, pas grand-chose. Hein, on touchait un demi-SMIC à l'époque de Dragon Ball, quoi. Ouais, donc, pas ouf. Ouais, pas ouf. Mais ça, au moins, on touchait de l'argent à nous, que tu vois. Ça met le pied à l'étrier. C'est ça. Et donc, on commence à. Enfin, c'est là, après, de fil en aiguille, évidemment, les revenus. C'est toujours pareil, tu prends de l'expérience, fais attends, là, vous essayez de m'enfler, machin, etc. Tu commences à connaître un petit peu plus. Tu commences à connaître comment rentabiliser, comment marche la monétisation, machin, etc. Enfin, voilà. Et du coup, au final, maintenant qu'on a passé cette étape, comment s'est passé un peu le développement de la chaîne et du produit, entre guillemets, au fur et à mesure, vu que vous avez commencé tôt et que vous n'en viviez pas encore, genre, ça s'est passé comment une fois que la chose a commencé à tourner, que l'engrenage et la chose était lancée, quoi? À quel niveau? En termes, pardon, alors j'aurais dû préciser, en termes de contenu et de l'évolution de celui-ci, notamment quand vous avez commencé à ajouter dedans des choses, peut-être un peu plus comment ça s'appelle, quand vous faites vos petites scènes, etc., quand vous faites évoluer le format, quand celui-ci commence à mûrir petit à petit, genre c'est avec le temps, c'est en discutant tous les deux, c'est en voyant des choses à côté, ça s'est passé comment? Bah, en fait, c'est juste parce que plus on a de moyens, plus on a envie de faire des trucs. Tu sais,
Ça serait un peu, surtout si on fait des OP, des placements de produits, ce serait un peu gonflé de faire des OP et des placements de produits et faire « Et maintenant, votre épisode qui ressemble toujours à la même chose depuis 10 ans !» Ça serait quand même... Oui, c'est pas ouf. Ouais, non, ça serait quand même un peu gonflé, quoi. Donc, c'est plus on a de moyens, plus on investit. Là, par exemple... on a investi beaucoup dans des éclairages. Maintenant qu'on a les moyens, on investit dans des éclairages, des meilleures caméras, des meilleurs objectifs. Et en fait, c'est dès que tu franchis un cap, tout coûte 10 fois plus cher. Parce que dès que tu commences à mettre pro devant un produit, c'est ben voilà, votre produit que vous achetez 300 quand c'était amateur, maintenant il en vaut 30 000. Parce que pourquoi? Il y a marqué pro. Donc voilà. Ou alors il y a 2 fonctionnalités et demie en plus, mais qui peuvent faire un peu la différence quand même, donc... C'est ça. Mais du coup, ouais, c'est comme ça. En fait, c'est juste, on a fait évoluer ça parce que ça serait con de stagner, en fait, tout simplement. C'est une question qui revient souvent, ça. Mais pourquoi vous faites ça? Et je suis en mode, pourquoi on le ferait pas, en fait, tu vois, c'est... Moi, c'était plutôt comment, c'est-à-dire le processus qu'il y a eu derrière, tu vois, est-ce que c'était une volonté poussée en mode, tiens, on va pas s'enfermer, il faut ramener le truc à un autre niveau, tu vois. Il faut évoluer. Le truc, c'est qu'on a la difficulté, c'est que Joueurs du Grenier, c'est un format qui est très vieux, qui a 13 ans cette année. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de le... On peut pas juste... Ou alors, il faut créer un nouveau format, comme on a fait pour Papy Grenier, par exemple, ou comme on a fait pour leur sujet. Bon, ça, c'est des formats différents, ça n'a rien à voir. Mais, par exemple, le Joueur du Grenier, il faut garder la base de... C'est un test de mauvais jeu. Donc, ça veut dire que... après, on s'impose plus de date. Hein. Maintenant, ça peut être de la PS2, de la PS3, ça, on s'en fout. Mais c'est juste qu'il faut garder cette base de test de mauvais jeu par un personnage qui râle parce que c'est un mauvais jeu. Donc, la difficulté, c'est qu'en fait, on a tout dit, tout fait et tout vu en 13 ans. C'est, comme je dis souvent, Joueur de Grenier, la difficulté, c'est que c'est comme si je te demandais 700 façons de me dire que ce mur est blanc. Ouais, bon. Au bout d'un moment, le message est passé, quoi. Au bout d'un moment, tu vas dire ce mur est blanc, ce mur est white, ce mur est l'opposé de noir, mais au bout d'un moment, tu as dit de toutes les manières possibles que ce mur était blanc, tu vois. Et c'est le problème qu'on a dans les JDG, effectivement, c'est que on a des problèmes qui sont souvent très récurrents. Donc la caméra déconne. Il faut trouver de 50 manières différentes et sans se répéter que la caméra déconne. Parce que et très franchement, ça nous est arrivé de se répéter. Là, il y a pas très longtemps, je crois que je sais plus, c'est dans un jeu en vrac où j'ai fait une blague que j'avais déjà dit dans un épisode vieux de 6 ans. Les gens, ils s'en souviennent, ne t'inquiète. Mais moi, j'étais en mode, quand les gens m'ont dit « Tu recycles tes blagues, tu l'as dit dans l'épisode 42 de la saison 3 ». Ah merde. Ouais. Putain, on se fait mieux, hein. Ouais. Ok, peut-être. Et en plus, ces gens-là, ils ont la mémoire. Ouais, c'est fou. C'est assez marrant parce que tu sais, c'est comme ça qu'avec Twitch, des fois, dès que toi, t'as la tête dans le guidon très vite, tu te rends compte que les gens qui te suivent genre, vraiment, tu vois, tu leur parles d'un truc ou tu leur soumets une idée ou autre, ils vont avoir un point de vue extérieur, ils vont t'apporter un truc de mec qui s'y connaît comme s'il avait fait tout ce chemin avec toi, tu vois. Et donc, ces gens qui savent la blague qui a été faite il y a 6 ans, c'est toujours surprenant. Ouais, non, mais voilà, et c'est vrai que du coup forcément ça peut nous arriver de se répéter, mais voilà, c'est la difficulté. Donc comme on n'a pas vraiment de marge de progression sur comment changer le test, alors on l'a un peu fait dernièrement parce que maintenant avant c'était vraiment genre il y avait un problème dans le jeu, c'était mais les développeurs ils sont fous, ils prennent du dentifrice, enfin bref, comme on n'a plus trop cette marge, maintenant on essaye de comprendre. Un jeu est mauvais, mais ok, mais pourquoi il est mauvais? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi son histoire à ce jeu? Qui l'a créé? Qui l'a développé? Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'il est mauvais? Parce que très souvent, en fait, maintenant, enfin, on le savait à l'époque, mais on le montrait pas. Mais très souvent, les jeux vidéo, quand ils sont mauvais, c'est pas la faute des développeurs. Hein. Les développeurs, ils le savent très bien que leur jeu il est mauvais. C'est la faute des éditeurs qui sont derrière et qui disent mon jeu, je le veux fini demain. Budget, deadline. Budget, deadline. Fait bon, ok, voilà, j'ai pas le temps, donc voilà, c'est de la merde, mais tant pis. Tu vois, donc on le sait. Mais on essaie de plus appuyer là-dessus au niveau du test, mais ça reste limité. On peut pas révolutionner le format Joueur du Grenier. Au bout d'un moment, le format lui-même a ses limites, tu vois. Exactement. Genre, vous l'avez. Expérimenter énormément de choses, mais comme tu as dit, tu peux pas le transformer sans même que ça perde de son essence, tu vois. C'est ça, parce que on est toujours étiré entre et ça a toujours été le cas, hein, depuis 13 ans c'est comme ça, on a toujours été étiré entre le je veux pas que ça change, mais si ça change pas, j'arrête de regarder. Voilà. Tu vois,
C'est vraiment une sorte d'équilibre super difficile parce que si ça change trop, alors les OG vont dire ça a trop changé, on s'y reconnaît plus, il y a plus cette essence et bam, du coup bah voilà, c'est difficile. Ouais. Et si ça change pas assez, c'est redondant. Nanana. Exactement. Donc, du coup, tu es toujours étiré et il faut toujours faire la balance entre les deux en essayant de faire évoluer le format doucement et en même temps ne pas le révolutionner, sinon c'est « Ah, mais c'est plus la même chose !» Enfin, donc, voilà. Et donc, notre marge d'évolution, elle est où, du coup ? Elle est sur les mises en scène qu'on met autour. Parce que ça, les mises en scène, par contre, raconter une histoire, faire des sketchs, améliorer la qualité, la qualité technique, en passant, dernière vidéo, elle est en 4K 60 FPS. Enfin, travailler l'éclairage. Parce qu'on ne travaillait jamais l'éclairage, on a commencé à le faire que l'année dernière, en fait. Tout ça, c'est des choses qu'on peut améliorer, du coup, et qui donnent une marge de progression. Mais voilà, après, le test, c'est difficile. Bien sûr. Parce que même nous, en fait... on n'a pas envie de faire tout le temps la même chose. C'est normal. C'est normal. Ça fait 13 ans que je dis que les jeux ils sont pourris. À bout d'un moment, c'est pas faire pendant 13 ans, genre ils ont pris de la drogue. Tu vois, c'est au bout d'un moment ça. Quoi, Ouais, c'est nous, on a envie de. Enfin, je comprends les gens qui disent ah c'est plus pareil, mais en même temps c'est bon, on a envie de s'amuser aussi en faisant la vidéo. Quoi. Je suppose que c'est d'ailleurs pour ça que par exemple, je t'avais dit pour préparer cette émission, j'ai regardé notamment ton passage chez Absol. C'est pour ça que chez Absol, vous mentionniez du coup il y a quelques années que alors. Tant mieux, on est encore là, mais que le personnage, le format JDG pourrait avoir une fin. Au bout d'un moment, ça aura forcément une fin. Ah ouais. À l'époque, vous disiez limite 2016. Oui, alors oui, effectivement, c'est parce que tout simplement, on s'imaginait pas aller plus que ça. Là, on a arrêté de se prendre la tête, franchement. Je sais pas ce qu'on fera le mois prochain. On navigue un peu à vue. C'est complètement, on navigue à vue, mais ça fait des années qu'on navigue à vue, on a toujours fonctionné à vue. Mais là, je me prends plus la tête en mode genre, on verra. C'est fascinant. Ça fait vraiment, comme j'ai dit, ça fait plus de 100 émissions que j'ai fait ici. Alors des créateurs de contenu, j'en ai eu, j'en ai même re-eu, tu vois. Et il y a toujours ce côté quand quelqu'un fait ça depuis vraiment un peu longtemps, c'est fascinant de voir le moment où on sent un petit lâcher prise, entre guillemets. Pas, ça veut dire que la personne ne veut plus faire de contenu de qualité ou ne le prend plus au sérieux. Mais on sent qu'il y a moins de prise de tête au bout d'un moment parce que c'est bon, ça fait 7, 8, 10, 12 ans que je suis là. Je connais un peu le truc, me prends plus la tête. Oui, si ça s'arrête, et puis voilà. C'est pas grave. Hein. Exactement ce que je veux dire, tu vois, c'est marrant. Est-ce que c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'à l'époque, tu sais, notamment dans toutes ces productions, tout ça, qu'en parallèle, vous avez lancé le Bazar du Grenier, du coup ? Ouais, alors le Bazar du Grenier, ça venait en fait à la base d'une volonté de déjà de gagner plus de thunes, on peut se le cacher. Parce que le truc, c'est que le format, le truc, c'est que sur YouTube, le format fait qu'un clic égale un clic. Donc, si tu cliques sur une vidéo que tu as mis un mois à faire, ou une vidéo que tu as mis 30 minutes à faire, les deux clics ont la même valeur. Donc, ça venait, voilà, simplement, la base, c'était juste, il faut qu'on fasse plus de vidéos pour gagner plus d'argent. À l'époque, on ne faisait pas de placement de produits, on ne savait pas que c'était possible. Mais mais pourtant, c'est pas pour autant qu'on essaie que le Bazar du Grenier, c'est un fourre-tout. Par exemple, moi, j'aime pas mettre juste des let's play sur le Bazar du Grenier. Il y en a eu des trucs où j'ai fait, je sais même pas si peut-être FF7 remake j'ai dû mettre, genre, ou Last of Us 2, mais j'aime pas trop mettre du contenu fourre-tout en fait, parce que je sais pas, je trouve que c'est de l'arnaque en fait. Ouais. Je sais pas, je trouve que c'est pas un côté respect du viewer quoi. Ouais, c'est ça, je trouve que c'est pas ouf. Donc, et le problème c'est qu'en fait, en faisant ça, on retombe dans le travers où ça prend toujours plus de temps de faire des vidéos. Donc il y a des jeux en vrac, alors il y en a un mois, tous les mois ou tous les 2 mois à peu près. Il y a des clubs JDG, tu vois, mais ça, c'est des vidéos, c'est monté, c'est écrit, donc ça prend du temps. Tout ce qui est let's play narratif, avant, j'en faisais, il y en avait un toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Maintenant, je peux plus, quoi, tu vois, c'est juste, c'est plus possible. Au bout d'un moment, tu peux pas te diviser, quoi. Faut voir qu'en fait, Joueur du Grenier, on travaille dessus, c'est notre activité principale, même si c'est pas la chaîne la plus rentable, on travaille dessus du matin jusqu'au soir quand on arrête. Voilà. Ensuite, le Bazar du Grenier, quand on arrête de bosser vers 16h, vers 17h à peu près, jusqu'à 19h, je bosse un petit peu le Bazar du Grenier. Et des fois, en plus, maintenant, je stream. Donc, des fois, je travaille du matin jusqu'à minuit, tu vois. Donc, c'est pour ça que le Bazar du Grenier, c'est compliqué à gérer. C'est vraiment super compliqué parce que j'aimerais du fond du cœur qu'il y ait vraiment des bonnes vidéos de qualité. Donc, il y a ces jeux qui m'ont marqué. C'est pour ça que j'essaye de trouver des formats un petit peu genre ces jeux qui m'ont marqué ou des fois des formats où je discute un petit peu plus d'un sujet comme ça ou les critiques ciné, tu vois. Parce que c'est des formats vous aviez fait Batman, ouais. Des formats qui sont plus rapides et plus faciles à faire, en fait.
Et c'est ça, c'est normalement, c'est ça le bazar, quoi. C'est marqué dans le titre, hein, ça devrait être le bazar. Oui, on se permet de lâcher un peu de... C'est ça, et le problème, c'est qu'à chaque fois, en fait, on peut pas s'empêcher de revenir sur un truc en disant « Ouais, mais non, on peut pas mettre ça, c'est de la sous-qualité, tu vois. » C'est pas assez quali, c'est pas assez bien. Parce que, en fait, limite, je pense... Alors, je veux dire, dans l'esprit des gens, mais même dans vos propres têtes, vous avez élevé une barre, donc un standard. Et c'est difficile pour vous, je suppose, d'aller même ne serait-ce qu'un petit peu en dessous de ce même standard. Ouais, en fait, c'est que, je sais pas, je sais pas, c'est un blocage mental, ça devrait pas exister, en fait, hein, mais c'est un truc, oui, qu'on se dit... parce qu'il y a, je sais pas, il y a un côté, il y a un côté sale, c'est un côté, ouais, regardez, j'ai foutu ma merde, là, vas-y, cliquez dessus. Je trouve qu'il y a un côté. Ouais, non, mais j'entends. J'entends. J'ai envoyé parce qu'il fallait, hop. Ouais, tu vois, voilà, il y a ce côté, voilà, j'ai fait ça parce qu'il fallait le faire, maintenant il faut cliquer dessus. Et ça, j'aime pas, j'aime bien que. Je sais pas, il y a au moins un truc, une raison de cliquer dessus, un peu original, enfin, tu vois, voilà, quoi. Et avoir même une satisfaction au moment de le proposer, je suppose. Ouais, et c'est frustrant parce qu'on a plein de trucs qu'on aimerait faire sur le bazar, plein d'idées, genre des trucs qu'on a écrits avec Seb. Je sais qu'il y a des fausses pubs qu'on aimerait faire sur le bazar, et on n'a pas le temps de les faire, tu sais. On n'a pas le temps, et ça rend fou, quoi. Mais parce qu'on peut pas se diviser, quoi. La fameuse to-do list. Ouais, et pourtant, c'est des trucs vraiment cool. Il y a des trucs, il y a un truc qu'on a écrit qui est trop drôle et que j'aimerais trop qu'on tourne, mais on n'a juste pas le temps de le faire. Et là, c'est moi, par exemple, un jeu en vrac, bah, ça prend quand même quelques jours, tu vois, parce qu'il faut que je joue au jeu, il faut que j'écrive le texte, il faut que je le tourne, que je le monte. Donc, c'est con, mais quand tu ajoutes ça en plus du reste, bah, au bout d'un moment... il reste plus beaucoup de temps personnellement, quoi, tu vois. Bien sûr, c'est normal. Moi, dans une des dernières vidéos du bazar que j'ai vu, t'étais à côté de Seb et vous étiez genre sur les sièges et tout, vous parliez comme ça. Ouais. Je me disais, bon, ça va, l'esprit est quand même respecté. Ça, c'est cool, tu vois. Ça c'est facile, en fait. C'est facile. Mais c'est peut-être trop facile, en fait. Ouais, j'entends. Et pour toi, qui est une personne qui a traversé quasi tous les âges de YouTube, enfin qui les a tous traversés, dès que tu as commencé en 2009, tu les as tous vus. La question étant, tu as pu voir au début en 2012, 13, 14, parce que tu as dit notamment que tu savais pas que c'était possible à l'époque les opérations commerciales, donc les petites vidéos sponsorisées, intro sponsorisées, tweets et consorts, qui faisaient à l'époque polémique. Des personnes ont ouvert grand la porte et sont pris le trombeau de merde en premier pour permettre à tout le reste, quelques années plus tard, de pouvoir le faire gentiment. C'est vrai les premiers, ils ont ouvert la porte en mode est-ce que je peux gagner un peu d'argent et on s'est pris des sauts de merde, genre oh, elle est vendue. Et maintenant, les gens, ils arrivent en mode regardez, je mange un sandwich à 8 milliards d'euros, c'est sponsorisé par mon cul. Maintenant, c'est vraiment, il n'y a plus aucune limite. Mais oui, au début, les premières sponsors, je sais que les youtubeurs, ils y allaient en mode je me permets de prendre un peu d'argent pour vivre. C'est vrai que ça faisait l'image de vendu du siècle, quoi. Alors que maintenant, c'est entré dans les mœurs, en fait. C'était assez marrant. Et du coup, au niveau de cette évolution, toi, de ce moment où c'était shame, à un moment où ça s'est de plus en plus démocratisé, où ça a été de plus en plus accepté, est-ce que toi, tu as dû passer par ce passage-là? Enfin, est-ce que vous avez... Alors, c'est marrant, parce que notre toute première OP, on l'a fait très tôt dans la chaîne. C'était des vidéos pour un jeu qui s'appelait Dragon's Dogma. On avait fait des... Alors, ça devait être en 2010-2011. Hein. On avait touché... c'était Capcom. Et on avait touché 600 €. Je crois. Je crois que c'était ça. Je crois que c'était 100 € par... peut-être 100 € par vidéo, je sais plus. Mais c'était une somme... C'est ridicule, en vrai. Pour 4 vidéos. 600 balles pour 4 vidéos. À l'époque, on avait du mal à estimer. C'est comme ça, c'est jusqu'au bout. En vrai, ces vidéos qu'on a fait maintenant, on les vendrait pas à moins de 30 000 €. Quoi. Bien sûr. Donc, c'est parce qu'à l'époque, on savait pas que c'était possible. Enfin, et Marc, elle était contente que vous saviez pas. C'est ça. Et on était en mode, ouais, c'est trop bien. T'imagines, nous file 600 balles pour 2. C'est t'imagines, si on divise par 2, ça fait 300 €. On va pas aller au resto. Wow, hallucinant, quoi. Flunch ce soir. Du coup, bon, voilà. La deuxième OP qu'on a fait. En fait, non. On est allé voir. Ensuite, on est allé aux États-Unis. On s'est fait payer un voyage. Première fois qu'on voyageait hors de France. Pour aller voir Cars 2, qui était pas ouf. Où on avait rencontré John Lasseter, qui était techniquement une OP parce qu'on devait parler de Cars 2, sauf qu'on n'avait rien touché. Zéro. C'était juste, on était invités, ils nous disaient, oh, quand même, c'est bon, on vous paye le billet d'avion, faites pas chier, quoi. Tu vois. Donc, bon,
On va dire un petit truc sympa, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, bon, après, on avait rencontré John Lasseter à l'époque, qui est donc la personne qui avait fondé. Alors, je sais pas si c'est le fondateur de Pixar, j'en sais rien. Enfin, je sais que pour l'anecdote, Seb était super intimidé devant lui. Moi, j'en avais rien à foutre parce que je savais pas qui c'était. Donc, je suis vraiment allé en mode ça. Tu sais, vraiment devant le mec qui a créé Pixar, ça. Mec. Alors, yo. Bref, rien à foutre. Et une troisième OP qu'on avait fait mais qui n'a jamais été aboutie, c'était pour. Je ne vais pas le dire. Pas de souci. Je ne vais pas le dire parce que cette personne est encore dans le. Ah, en vrai, tout le monde le sait maintenant. Mais c'était pour quelqu'un qui, à l'époque, c'était avant pour Maxis. C'était pour le jeu SimCity, le reboot de SimCity. Ok. Et c'était pour une personne qui était responsable, qui était un haut responsable d'une célèbre société de jeux vidéo. Le truc, c'est qu'en fait, quand on y est allé, on avait fait l'OP. Enfin, on devait parler, en fait, on y allait, on devait faire un petit sketch avec Papy Grenier dans les rues de San Francisco. On avait tourné un truc super sympa, on était avec Seb et Karim et Nico, je crois aussi. Donc, on devait tourner un truc et donc, on devait parler du jeu. On devait parler du jeu SimCity et dire, voilà ce que parler du jeu. Donc, on fait des petits sketchs avec les développeurs, machin, etc. C'est rigolo. Et le truc, c'est qu'en fait, quand on arrive là-bas et qu'on teste le jeu, le jeu, il est pas ouf. Genre vraiment pas ouf. Genre vraiment pas ouf. Genre vraiment pas terrible. Et donc, et c'était bien payé à l'époque, hein, c'était genre 10 000 balles, tu vois. Donc c'était vraiment bien payé. Et donc, on teste le jeu et à la fin, on fait la vidéo et à la fin de la vidéo, je mets quand même un truc où je dis bon voilà, c'est rigolo, on s'est bien marré, voilà la vidéo, vous avez vu le jeu. Mais voilà ce que j'ai vraiment pensé du jeu. Et on se prend mais un torrent de merde de la part donc de ce très haut responsable, hein, qui, si je disais son nom, vous sauriez tous qui c'est. Ouais. Qui maintenant il est dans le foot, je crois. On se prend un torrent de chiasse. Mais vraiment, le mec, il nous menace en mode genre, je vais faire fermer votre chaîne, je vais appeler votre régie pub et ils vont vous virer. T'es en mode waouh, t'es premier OP comme ça. Et du coup, on a fait, c'est bon, on vous rend l'argent et du coup, cette vidéo n'est jamais sortie. Donc, ça, c'était nos premières OP se sont mal passées. Tout ça pour dire. Mais c'est assez marrant parce que du coup, moi j'aurais quand même pensé que pour qu'il réagisse de cette manière, en quelque sorte, genre, elle était sortie, quoi, tu vois. Ah non, il nous avait menacé en fait parce qu'en fait, il voulait qu'on retire le segment où on donnait notre avis sur le jeu en fait. Du coup, on a dit bah non, on va pas mentir aux gens. Après, on passe pour des ploucs. On va pas se travestir. Ouais. On passe pour des bouffons surtout. Les gens ils vont le voir que le jeu il est pas bien. Hein, si nous on arrive en faisant ouais meilleur jeu du monde, trop cool. Les gens vont dire attends, vous foutez de notre gueule quoi. Donc du coup ça c'est voilà nos premières OP elles nous ont vraiment refroidi. Ça vous a vraiment mis dans le bain. Ouais. De comment ça fonctionne quoi. C'est pour ça qu'après quand on a commencé à nous proposer des nouvelles OP, on était en mode ouais. L'argent maudit. Alors vous allez signer tous les trucs qui disent qu'on a le droit de dire ce qu'on veut. Hein. Voilà. Ça met bien. Ça fait une petite expérience. Ouais. En 2017-2018, à l'époque, il y avait un gros débat autour de YouTube et de la télé, notamment initié par toi-même, j'ai envie de te dire. Tu disais que YouTube, c'était comme un peu de la télé, mais sans moyens, voilà, que ça s'en approchait vraiment beaucoup, que la consommation avait évolué, que les gens étaient plus en mode fast-food, en quelque sorte. Ils venaient, ils consommaient, ils partaient, que le contenu travaillé, entre guillemets, n'était pas vraiment encouragé, que ce soit par la plateforme ou même par le public. Ça avait provoqué beaucoup de débats à l'époque, avec un peu de recul, parce que maintenant cette question elle a un petit peu 5 ans. Est-ce que tu es toujours d'accord avec ça? Est-ce que tu penses que c'est toujours le cas à l'heure actuelle, ou peut-être que ça a évolué dans un bon comme dans un mauvais sens, ou que c'est toujours pareil? Le truc c'est qu'en fait, là où mon avis a évolué, c'est que maintenant je me prends plus la tête là-dessus. Faites ce que vous voulez, tu vois, bah les couilles. Mais par contre, non seulement je le pense toujours, mais en plus maintenant c'est là. Ce que je disais il y a 3 ans, c'est passé. Donc c'est genre c'est pas genre je le pense, c'est genre ça y est, c'est factuel quoi, c'est factuel, maintenant vous l'avez devant les yeux. Et d'ailleurs on le voit que les gens se désintéressent de YouTube maintenant. YouTube, la plateforme se casse la gueule. YouTube, c'est une plateforme qui est destinée à crever dans les années qui viennent. Ah ouais, tu penses? Ouais, je pense. C'est une plateforme qui n'est plus adaptée à ce que les gens recherchent. En fait, les gens maintenant, et ça je l'avais déjà dit à l'époque, les gens veulent du spontané. Les gens, c'est pour ça que les vidéos écrites marchent moins. Mais même le problème, c'est que donc les gens vont consommer du spontané, ce qui a l'air d'être spontané, ce qui a l'air d'être réel. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il va y avoir une indigestion. Parce que quand tout le monde fait ça,
Du spontané. Quand tout le monde fait du spontané, ben, au bout d'un moment, t'as l'impression de juste regarder tout le temps la même chose. Moi, je le vois très souvent maintenant de gens qui disent, je le vois sur Twitter, de gens qui disent ouais, vous avez arrêté de regarder YouTube, vous aussi, ouais, moi aussi, ça me fait chier. Tu sais, voilà. Et parce que mais je les comprends. T'as un petit feeling de pente descendante qui va, genre avec un sorte de truc qui va s'auto-alimenter jusqu'à saouler tout le monde. J'en suis sûr. En fait, pour moi, au niveau du gaming, déjà, le gaming c'est complètement délocalisé sur Twitch. Le gaming sur YouTube, c'est fini. De toute façon, il faut voir maintenant YouTube, ça n'est plus qu'une plateforme de VOD pour Twitch. Mais au niveau du reste, ouais, je pense que ça va suivre aussi. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les commentaires. Quand tu es sur Twitch, les commentaires de ce qui se passe est aussi important que ce qui se passe à l'écran, en fait. Donc, ça veut dire parce que très souvent, tu vas regarder un truc qui est marrant, genre hey, c'est marrant ce qu'il a dit le streamer, et tu vas autant rigoler de ce que le streamer a dit, de ce qui se dit dans le chat, tu vois. Et là, ça, YouTube ne le fait pas. Parce que YouTube, il n'y a aucun contact, en fait, avec les gens. C'est à froid, quoi. C'est à froid. YouTube, le YouTuber, il arrive, il pose sa vidéo, il s'en va. Ils peuvent dire hey, les gars, commentez la vidéo, j'adore lire vos commentaires. T'as mon cul. 3 top commentaires, on passe à autre chose. Tu vas lire un petit peu les commentaires pendant 20 minutes, mais après tu vas arrêter. Moi c'est pareil, quand ma vidéo elle est sortie, j'ai lu les commentaires pendant 2 heures et puis après j'ai arrêté. Tu vois, j'ai pas que ça à faire, je vais pas tout le matin lire les commentaires. Enfin voilà. C'est donc je pense que YouTube n'est plus adapté à l'heure actuelle à ce que recherchent les gens. Et c'est pour ça qu'ils essayent de concurrencer TikTok avec les shorts. Hein. C'est une tentative désespérée de revenir dans le game. T'en ayant tenté YouTube Gaming pour les lives. Ouais, voilà, qui s'est planté hein, d'ailleurs, YouTube Gaming aussi. Mais j'ai une veste YouTube Gaming, c'est une relique, je la garde, c'est trop marrant. C'est comme si j'avais un Mugs MySpace. Et du coup, le truc, voilà, c'est qu'il n'y a pas cette proximité. C'est ça qui est bien avec Twitch, c'est que le créateur, il arrive, il peut lire les commentaires, il peut réagir, il peut discuter. Alors, il y a beaucoup moins de monde, mais on s'en fout, tu vois. T'as vraiment un retour direct. C'est quelqu'un dit « Ah, j'ai pensé ça. Ah ouais, t'as pensé ça? Mais pourquoi? Ah, moi, je pense ça. Ah ouais, mais si j'ai fait ça, tu peux parler, tu peux te justifier. Tu vois, voilà. » Et sur Twitch, le viewer est aussi moins exigeant. Parce que sur Twitch, les gens vont tolérer que sur un live de 4 heures, tu vas pas te donner de plier de rire pendant 4 heures. Tu vois. Les gens vont tolérer que sur un live de 4 heures, tu vas te faire chier 3 heures, mais tu vas avoir du fun pendant 1 heure. Mais finalement, c'est pour ça que tu es là. Et donc, moi, je pense que ce truc où le youtubeur arrive, pose sa vidéo, s'en va, et les gens réagissent en postant un commentaire dans le vide. C'est pas quelque chose qui va rester. C'est pas possible. D'accord. C'est pas possible. Moi, j'ai une solution là-dessus, mais je pense que YouTube y viendra un jour. C'est le système SoundCloud. C'est dans SoundCloud, quand tu écoutes une musique, tu peux dire, si tu as une montée musicale à un moment donné, tu peux dire précisément au moment où il y a la montée musicale. Des commentaires à la minute. Exactement. Voilà. Nico le fait aussi en vidéo. Nico, qui est le YouTube japonais, tu as les commentaires qui apparaissent en fonction du moment de la vidéo. Et du coup, la personne, tu peux le désactiver, mais la personne qui va regarder la vidéo... Ça rend le truc interactif. Exactement, ça rend le truc interactif. Et ça, je pense que c'est une des solutions qui pourrait améliorer le truc de YouTube, parce que là, à l'heure actuelle, YouTube, il y a un peu ce feeling de... Tu sais, le vieux site à papa, un peu, tu vois ce que je veux dire, plus le temps passe, plus YouTube, ça fait un peu genre le Facebook de la vidéo, tu vois. Ouais, ok, je capte. Tu vois ce que je veux dire? Quand même, mine de rien, c'est des mots forts, tu vois. Je trouve que t'es un peu dur quand même sur la chose, tu vois. Ouais. Après, c'est sans doute, tu vois, ton expérience, ton avis et tout, mais tu penses pas, alors je me permets, je demande, tu penses pas que, par exemple, le fait... Moi, par exemple, tu vois, genre, Twitch et YouTube, je les sépare un petit peu. Twitch, pour moi, c'est du live, avec la qualité d'un live, les qualités et les défauts d'un live. Par contre, pour moi, sur YouTube, il y a des choses que tu peux porter un peu plus loin, à un autre niveau. La vidéo à froid, ça a aussi ses qualités qui sont différentes de celles d'un live. Exemple concret, moi par exemple, je suivais des créateurs, genre par exemple des Doc7, des choses comme ça, des mecs qui vont faire des recherches, te compiler ça avec un montage sympa, te permettre de regarder ça à tout moment, et t'as pas besoin d'être constamment là, et t'as pas besoin de passer par la VOD, même s'il y a aussi les best-of pour ça. Et tu vois, YouTube permet d'héberger ce genre de choses qui sont divertissantes quand tu manges entre midi et 2, quand tu rentres le soir du taf, ou des trucs comme ça. Et c'est pas toujours des contenus qui ont la mise en avant ou les vues qu'ils méritent, mais ça se regarde quand même, et je pense qu'il y aura toujours des gens qui seront friands et qui voudront regarder ça, et ça passera pas
pas toujours par le live, tu penses pas? Je suis d'accord, mais la vulga se casse la gueule en termes de vues. Actuellement, toutes les vues se cassent la gueule sur YouTube. Et je parle, nous, on fait moins de vues qu'avant, mais ça vaut aussi pour Michou, Inoxtag ou les vulgarisateurs, Doc7, Léo Grasset. Toutes les vues se cassent la gueule sur YouTube, c'est un phénomène général. Donc, il faut comprendre pourquoi, en fait. Mais c'est aussi, il y a très certainement plusieurs raisons, c'est pas qu'une raison. Je pense que moi, c'est qu'il y a une surabondance une surabondance du contenu de piètre qualité, peut-être. Il y a aussi une surabondance du contenu officiel. D'accord. Tu vois ce que je veux dire, c'est que maintenant YouTube, tu vas sur la page tendance, 80% des tendances, c'est des trucs officiels, c'est des clips de rap, c'est des trucs postés par des chaînes officielles. Les Vevo, les compagnies c'est comme les ça. Vevo, machin, etc. Donc, au final, t'as plus ce sentiment de faites vos vidéos vous-même, tu l'as plus, ça. En vrai, t'as plus l'impression que genre la majorité du contenu, c'est juste des machins officiels et des chaînes, la chaîne officielle Universal Music qui vient poster sa musique. Et l'autre côté, les 20% restants mis en avant, ça va être des vidéos schnaps faits à l'arrache, par des youtubeurs que je comprends aussi, parce que quand tu sais que de toute façon, maintenant, les gens ne restent jamais sur une vidéo en entier. C'est demander à quelqu'un de rester 10 minutes en entier sur une vidéo, c'est un exploit. Les gens, ils n'ont pas une concentration de 2 minutes. On sait, statistiquement, quand tu regardes toutes les chaînes de YouTube, tous les YouTube confondus, tu sais que les gens, au bout de quelques minutes, ils décrochent. Donc, à partir de là, je comprends que les youtubeurs, ils n'ont pas envie de se casser le cul à faire des méga vidéos de 30 minutes. Tu te fais pas chier. Je veux dire, tu sais bien que le mec qui va rester 4 minutes sur ta vidéo, il va se barrer après. T'as les grosses ficelles pour garder le mec constamment, le dynamisme peut-être forcé, des choses comme ça. Ouais, mais alors, à l'heure actuelle, je pense que 70% du nombre de vues d'une vidéo, c'est la miniature. C'est une bonne miniature. Une bonne miniature, un bon titre, déjà, t'attires le clic. Parce qu'une fois que le mec il a cliqué, après tu peux agiter ton cul devant la caméra pendant 10 minutes, c'est pareil, il a cliqué. Attention. C'est le phénomène de l'époque où YouTube, il y avait peu d'offres, beaucoup de demandes. Maintenant, beaucoup de demandes, beaucoup d'offres. Donc, du coup, ça... C'est ça. C'est comme en fait, il y a tellement de choses à voir, en vrai, qu'il y a ce phénomène de je veux de la vidéo légère, tu vois. J'ai 10 minutes, j'ai 15 minutes, je veux de la vidéo légère, je vais cliquer. Ouais, pas ouf, je clique. Ouais, pas ouf, je clique. Ouais, pas ouf, je clique. Ah, c'est intéressant. Au bout de 2 minutes, ah, je me fais chier, pas ouf. Tu vois, il y a ce phénomène où tu vas vite, parce que finalement, maintenant, si t'as 30 minutes de temps libre à consacrer à quelque chose, tu vas plutôt le consacrer à regarder une série Netflix ou Disney+, ou Prime Video, ou machin. En fait, t'as tellement de choses à regarder, t'as tellement de séries maintenant qui sont tellement facilement accessibles, les séries, que quand t'as du temps, réellement, tu vas le consacrer à un gros truc, tu vas pas le consacrer... Donc en fait, ce qui fait que tu vas aller sur des sites comme YouTube quand tu as peu de temps. Et quand tu as peu de temps, tu vas regarder des vidéos qui ne te demandent pas beaucoup d'investissement. C'est moi ce que je pense. Hein. Moi, je pense que c'est par catégorie de personnes. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, la catégorie de personnes que tu décris, c'est une réalité. Tu vois, genre, il y a plein de ne serait-ce que séries Netflix il y avait un reportage sur les réseaux sociaux, l'impact que ça a sur ta concentration. Ça, on en parle même souvent en live, etc. Les mecs ont du mal à rester focus, des trucs comme ça. Donc, il y a une catégorie de personnes qui est comme ça et qui va rechercher ce que tu dis, le percutant, le truc direct et tout, machin. Puis après, derrière, il y a une autre catégorie de personnes qui est peut-être un peu moins dans ce carcan, tu vois, et qui, du coup, peut se plaire à regarder des trucs un peu plus froids, des trucs un peu plus longs, des trucs un peu... Parce que même si on peut dire que les vues baissent, bon, elles sont quand même, on va dire, pour beaucoup, tu vois, quand même colossales. Et je pense que même si YouTube était voué à connaître une crise, comme dans toute crise économique, tout ce que tu veux, t'as pas mal de trucs de merde qui vont se casser la gueule, mais ce qui restera, ce sera le plus fort, et il restera à construire derrière. Oui, non, mais donc, du coup, moi, je pense que... Je me permets de dire, genre, je dis pas que t'as tort ou quoi que ce soit, mais j'espère que tu te trompes. Ah oui, non, mais j'espère que je me trompe. Mais après, c'est toujours pareil, y a pas... en fait, là, ce que je décris, c'est un public. Nous typiquement, on a un peu de chance quand même, parce qu'on a un public qui est quand même globalement niche, c'est-à-dire que la majorité des gens qui nous regardent, c'est des gens qui ont entre 25 et 35 ans, on va dire. Donc, c'est pour ça que on est peut-être moins affecté, mais la baisse des vues globales, c'est quelque chose que je constate et j'ai beaucoup de gens autour de moi qui en parlent, tu vois.
tout baisse un petit peu. Ouais. C'est pas genre, c'est pas effondré, c'est pas genre, ah bon, j'ai perdu 60% de vues. C'est plus genre, tiens, c'est bizarre, tu vois, c'est genre, quand tu regardes, tu sais, ça fait pas ça, tu vois, les vues, ça fait genre, tu sais, ça défend. Ouais, c'est- très doucement. très doucement, en tu sens- petite pente. C'est ça, c'est une toute petite pente qui descend très doucement et très lentement, mais qui descend, tu vois. Voilà, et ça, c'est quelque chose, je vois régulièrement des gens en parler, quoi. J'entends. Bah, d'ailleurs, c'est cool que tu aies commencé à parler de Twitch parce que du coup, j'allais en plus embrayer dessus. Je suis allé voir ton Twitch tracker si la régie veut bien nous montrer, mais j'ai vu à partir de, je crois, fin 2019, 2020, cours 2020, vous avez commencé à streamer, voilà, de plus en plus sérieusement. Alors, ça se voit que tu fais du YouTube en même temps parce que t'es pas du tout sur des volumes d'heures de gros Twitchers qui est là 6 heures par jour, tu vois. Pas- J'ai vu, genre, je crois, vous faites 60, 70 heures, 80 heures de stream Ouais. par mois, ce qui est quand même 2 à 3 heures par jour, hein, c'est largement respectable. Qu'est-ce qui t'a amené au début sur Twitch? Du coup, c'est un peu la curiosité, le fait que le site se développait en parallèle de YouTube, le fait que tu aies vu peut-être même des collègues t'y mettre. Et qu'est-ce qui t'a fait kiffer en arrivant, du coup? C'est un mélange de plein de trucs. En vrai, c'est déjà effectivement, j'ai des gens que je connais sur Twitch. Antoine qui est un pote depuis très longtemps. Enfin, on se connaît de l'époque de YouTube. Et on se voyait ensemble dans les conventions. Moi, j'adore Antoine, c'est vraiment un ami. Du coup, le truc, c'est que sur YouTube, on est seul, quoi, en fait, tu vois. Il y a vraiment ce truc où tu arrives, tu fais ta vidéo dans ton coin, tu la poses, tu t'en vas et tu passes à la vidéo suivante. Là où sur Twitch, il y a et en fait, et plus le temps passe, plus les gens que je connaissais, ils disparaissent, tu vois. C'est donc, tu sais, Fanta, il est plus là. Mathieu, il s'était arrêté. Bon, il a repris maintenant. Et donc, il y a ce truc où ça s'étiole et tu vois les gens avec qui, les gens que tu voyais en convention, que tu vois plus. Link the Sun, il reste un peu dans son coin maintenant, tu vois. Un passage de génération, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu te sens un peu, c'est un peu le côté dernier des Mohicans, tu vois. Je suis solo, là, quand même, Ouais. sur mon île. Et il y en a plein d'autres, hein, des youtubeurs, mais j'ai aucun point d'accroche avec eux, tu vois. Je vais pas m'approcher de Michou et Inoxtag et faire Yo les jeunes, what's up fellow kids. Donc, tu sais, on a 2 générations d'écart, Bah oui, donc bien sûr. je me vois pas. Enfin, et donc. Et le truc, c'est qu'on a même plus on a même plus la même vision de YouTube, tu Non, vois. pas du tout. Maintenant, c'est plus des influenceurs, tu vois, les gens qui avaient dessus, alors qu'à l'époque, quand on a commencé, c'était des gens qui faisaient de la vidéo, Des créateurs de contenu. des créateurs de contenu, et c'est deux choses qui sont différentes. C'est juste pas le même métier, en fait. Et donc, sur Twitch, c'est cool parce qu'il y a des gens, enfin, il y a ce côté où on pouvait jouer avec des gens. Et aussi, le public. C'est con, mais moi, j'aime bien parler avec. Moi, c'est pour ça que j'allais en convention. J'aime bien parler avec les gens. J'aime bien juste réagir, parler avec les gens, discuter avec eux. Moi, quand je stream le dimanche, je commence toujours par 1 heure où on fait que discuter. On fait rien d'autre. Et franchement, des super streams que j'ai fait, c'est quand des fois on ne fait que discuter, où on finit, quand on finit toujours en regardant des vieilles vidéos, en faisant des anecdotes, machin, etc. Pour échanger avec le chat, Carrément. pour échanger avec le chat. Et c'est super agréable. Parce que t'as du contact, quoi. T'as du contact humain, en vrai. Et je te dis, c'est pour ça que YouTube, quand t'arrives, tu fais « Ah, c'est bon, j'ai fini la vidéo, un mois de boulot. Allez, j'y retourne. » Ouais, le bousin, et on Salut. y retourne là. Ouais, je vois le Ouais. délire, Et tu vas juste lire les commentaires, en plus, des gens qui vont faire « C'est sympa, mais j'ai préféré la 12e vidéo et j'ai soufflé du nez seulement à la 12e minute. » Et tu fais, donc... Il n'y a pas ce côté chaleureux. Ce côté un peu... En fait, le public de Twitch est beaucoup moins exigeant que le public de YouTube, et l'ambiance est bien meilleure sur Twitch que l'ambiance sur YouTube, en fait. C'est-à-dire, bon, encore une fois, 98%, c'est très bien sur YouTube, il n'y a pas de problème. Mais on va retenir que les 2% V. Mais c'est vrai que les commentaires du genre c'est sympathique, mais franchement, je pense que j'ai préféré la dernière. Et puis, j'ai seulement rigolé 3 fois, alors que d'habitude, je rigole 5 fois. Ouais, je Tu vois. vois, ça, tu ne le vois que... Tu verras jamais ça sur Twitch. Ouais. Tu vas jamais voir un mec sur Twitch qui fait « Sympa ta blague, mais j'ai plus apprécié celle que tu avais fait à la 12e minute du stream de jeudi dernier. » Oui, voilà. Tu vois, Non, bel exemple. donc, voilà, et pourtant, ces commentaires, ils existent et ça te prend la tête. Non, mais c'est vrai. Domingo, il en parlait à un moment dans Popcorn. C'est l'effet prof de maths un peu, Ouais. tu vois. C'est-à-dire que genre Popcorn, tu vois, en live, tu vas regarder du coup le live, et même si tu regardes une VOD sur Twitch avec le chat à côté, Ouais. le chat a ses réactions, voilà, t'attaques.
Tu vas regarder la VOD sur YouTube des profs de maths. C'est-à-dire, Ouais. cette semaine, Marie, pas ouf. Ouais, Zach, Les vous devriez gens- arrêter de l'inviter. Les gens sur YouTube analysent leur fun. C'est c'est terrible. Analyser son fun, c'est vraiment. T'as regardé un contenu et tu vas faire. Alors voyons, sur une échelle de 1 à 10, est-ce que je me suis amusé? Mettez le sourire là. C'était. C'est un truc de ouf. Bref, et donc ça c'est aussi un truc qui est vachement agréable sur Twitch, c'est le côté détendu. Voilà, ça c'est. Et puis après on va pas se le cacher, hein, il y a de la thune. Ça va. Ah, on a utile à l'agréable. Non, mais on va pas se le cacher. YouTube, c'est Antoine qui le dit, c'est 100 fois mieux payé pour 100 fois moins de boulot que Twitch. Enfin, Twitch que YouTube, je veux dire, pardon. Tu trouves que Twitch, ça a moins de boulot? Oui. Moi, je pense que ça dépend du carcan où t'es. Moi, une vidéo YouTube me prend moins de temps et pourtant les deux à la fin me ramènent plus de. Enfin, autant de thunes à peu près. Ah ouais? Ouais, ça dépend. Mais après, parce que franchement, je suis très conscient de la valeur de mon contenu. Je fais pas vos grosses réalisations, tu vois. Moi, je suis capable de sortir 2-3 vidéos dans la semaine, tu vois, parce que mon contenu est beaucoup plus facile à faire. Mais donc, du coup, à la fin, et c'est là où tu vois qu'il y a quand même différentes trucs, moi, Twitch me prend beaucoup plus de temps. Par rapport, tu sais, quand tu fais 120, 130 heures par mois, et pour ce que ça rapporte par rapport à un YouTube, ou à l'inverse, YouTube, moi, ça me ramène plus d'argent plus vite par rapport à Twitch, tu vois. D'accord. Moi, après, nous, c'est séparé parce que c'est le truc, c'est qu'il n'y a que moi qui fais du stream pour l'instant. Seb, il n'en fait pas encore, ça va venir. Mais du coup, moi, je trouve que c'est. Après, voilà, c'est par rapport au type de vidéo qu'on fait sur YouTube. Bien sûr. Twitch, c'est moins de boulot. C'est juste, t'arrives, tu lances la caméra, tu t'amuses, tu rigoles avec des potes, tu coupes la caméra, il y a quelqu'un qui fait un best-of, c'est bon, voilà. Ah, bien sûr. Oui, c'est moins de travail, quoi. Pour nous, en tout cas. D'ailleurs, avec le développement un peu des youtubeurs, des projets, des contenus, il y a les créateurs qui se staffent de plus en plus. Ça prend maintenant des monteurs, des chefs de projet, des chefs de prod, des graphistes et compagnie. Beaucoup ont du mal à déléguer de prime abord, mais y arrivent petit à petit avec le temps, l'évolution et tout. Concrètement, comment elle fonctionne, votre chaîne à l'heure actuelle? Chaîne YouTube? Alors, la chaîne YouTube... Le fonctionnement, en gros, de la boîte. Ouais, on est 5. Donc, il y a moi et Seb et Karim Debache, donc, qui on écrit à 3. Ensuite, on a Nico, qui est là depuis des années, qui est donc notre ingé son. Ok. Après, on est tous multifonctions, en fait. Et ensuite, on a Panda, qui est donc notre chargé de prod, qui lui va s'occuper, notamment quand on a des gros tournages, de trouver, on lui dit voilà, il nous faut ça. Il va prendre contact, il va envoyer les mails, il va s'occuper des réservations, des devis, des machins. Il faut venir figurant, il va sélectionner les figurants. Enfin, donc, c'est chargé de prod. Faire en sorte que les choses se fassent. C'est tous les trucs chiants qu'on veut plus faire, en fait, c'est lui qui les fait, malheureusement pour lui. Ensuite, depuis très récemment, on a Jess, qui est donc notre régisseuse en quelque sorte, qui est Madame je fais tout, en gros c'est j'ai besoin de chauves-souris qui volent, fabrique-moi ça, et hop, elle y va. Il faut juste quelqu'un qui soit doué de ses mains et qui organise le matos, qui crave des trucs. Un peu d'idées, un peu d'imagination. C'est ça, de la débrouille. De la débrouille, un pot de colle, du scotch, un bâton. Et on y va. Et on y va. Donc voilà. Ça, c'est toute l'équipe. Après, on est tous un peu multifonctions parce que, par exemple, Seb, Karim et moi, on écrit ensemble, mais sur les tournages, ça va être par exemple très souvent Seb qui va cadrer et moi, parce que moi je suis devant la caméra donc je peux pas, voilà. Karim, il va s'occuper plus de la lumière. Ensuite, Jess, elle va tourner un petit peu à tous les postes. Nico, qui est notre ingé son, il va prendre le son, mais aussi, par exemple, il va monter des vidéos sur le Bazar du Grenier. C'est lui, par exemple, qui monte les narratifs ou qui me fait un pré-montage, par exemple, pour les gens en vrac. Après, pour le reste, pour le montage, par contre, ça, on le fait toujours nous. C'est-à-dire, les JDG, c'est toujours moi et Seb qui les montons. C'est Karim, il s'occupe de la colo, il va s'occuper de quelques effets spéciaux. Après, on a des gens qui gravitent autour de nous. Ouais. On a des gens qui sont ponctuels. Des prestataires, un mec qui aide pour un ou deux projets. C'est des potes, notamment, on a les gens de Post-Process qui sont une ancienne émission de JVC. Qui font de la 3D pour nous des fois, qui nous aident à réaliser des trucs. Donc il y a des gens qui interviennent de manière ponctuelle comme ça. Mais sinon, le cœur de l'équipe, c'est 5-6 personnes. Et moi, le truc que je trouve ouf, c'est que vous faites encore le montage vous-même. Ouais, parce que je pense que le montage fait autant... Ça donne autant... Ça fait autant partie de l'écriture. On dit souvent qu'une vidéo, tu la crées à l'écriture, tu la détruis au tournage et tu la refais au montage. En fait. Et donc, le montage, ça fait autant partie de l'identité que tu injectes dans une vidéo que quand tu as écrit la vidéo. Donc, si jamais je ne montais pas... En fait, le truc, c'est qu'il faut voir aussi, j'ai une manière particulièrement pas adaptée de monter. C'est-à-dire que très souvent, on va écrire la vidéo, on va la tourner,
On va la monter. Seb, il va monter toute la partie avec les effets spéciaux, toutes les parties mises en scène. Moi, je vais monter uniquement la partie de test. Moi, je fais toujours la partie test, mais en fait. Et ensuite, on va se rendre compte de... Ah bon, ok, alors ce gag il est cringe, on va le refaire, ça marche pas. Là, il y a 30 secondes, ou pendant 30 secondes, on fait que parler et on se fait chier, il faudrait rajouter un truc un peu drôle. Tu vois, on va refaire ce qu'on appelle des rustines pour réarranger la vidéo pour qu'elle soit plus fun et mieux à la fin. Donc, or, si je filais la vidéo à monter à quelqu'un, il regarderait le script, il montrait ce qu'il y a dans le script, et basta, et après, Et il n'aurait pas tout ce côté personnalité que vous y injectez en retravaillant le truc. Il pourrait pas retravailler parce qu'il n'aurait pas été là à l'écriture. Le truc, c'est que nous, on est là à l'écriture, donc on voit l'esprit qu'on veut donner dans une vidéo, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut que ce soit nous qui montions, je pense. Pour que le truc soit original et vous ressemble, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas mal. Petite question vite fait, rustine? Ce que ça veut dire, tu veux dire? Ouais. Les rustines, c'est ce qu'on appelle les J'ai rustines. compris l'idée, mais je voulais... Les rustines, c'est en gros, c'est quand on a fini l'écriture et le tournage, et le montage même, on a fini le montage, et on regarde le truc et on fait ça marche pas, cette blague elle est pas ouf, ça c'est pas compréhensible. On va changer, on va réécrire un petit peu, retoucher un petit peu le script, et on va retourner un truc et remonter le truc pour que la chute soit drôle, en fait. Voilà. J'ai capté. Ok, super, merci, nickel, excellent. De notre temps, beaucoup reprochent du coup au jeu de ne plus sortir fini, tu vois. Et une des phrases qu'on entend le plus, enfin, moi ça me fait assez rire, c'est qu'avec l'évolution technologique, les connexions, la fibre, tout ça, machin, les studios se permettent à des moments de sortir des produits pas finis, et en se disant, bah tiens, de toute façon, au pire, je pourrais le patcher, ajouter un truc, etc., faire revenir les gens de cette manière, et tant pis si le jeu n'est pas fini, et aura des critiques, il y aura toujours certaines personnes pas très exigeantes qui seront toujours satisfaites de ça. Et paradoxalement, beaucoup fantasment aussi l'époque en se disant, ouais, à l'époque, ils pouvaient pas se permettre ceci, donc ce principe de patch, etc. Donc les jeux sortaient plus finis, même si certains étaient buggés. Qu'est-ce que tu penses, du coup, toi, de cette façon de penser? Après, à l'époque, les jeux sortaient... Le truc, c'est qu'à l'époque, on faisait des jeux à 20 personnes. Hein, aussi. C'est à l'époque, les jeux, on les faisait en 4 mois et avec un studio de 10-20 personnes, grand maximum. Là, maintenant, je peux comprendre... Enfin, je le justifie pas, mais je le comprends, du moins. C'est des investissements, c'est des studios de 500 000, voire plus... de gens qui travaillent à temps plein sur un jeu pendant 5 ans. Ouais, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, ils sont en mode, bon, là, faut que ça sorte, tu vois. Parce que un jeu vidéo, c'est comme une œuvre d'art, c'est jamais fini. Il y a juste un moment, bah, tu l'abandonnes, tu arrêtes de travailler dessus et tu dis, bon, ben voilà, maintenant, ça y est, c'est dans un état où je le sors. Donc, après, il y en a qui en abusent, hein, tu vois, par exemple, ce qui s'est passé avec Cyberpunk, clairement, le jeu, il est pas fini quand il sort. J'allais dire, ouais, comment ça se fait qu'un Cyberpunk, un Star Citizen, un BF 2042... Star Citizen, c'est une pré-alpha, ça n'a rien à voir. Le jeu n'est pas encore sorti techniquement. Bon. Il est vrai. Mais par contre, Cyberpunk, oui, Cyberpunk, le jeu, il sort, on te dit, voilà, c'est prêt. Et tu le manges, c'est froid, c'est trop chaud dehors, c'est cru dedans, tu vois. Mais ouais, je comprends. Je comprends pourquoi ils font ça, mais après, ça ne justifie pas. Je pense que c'est toujours pareil, c'est les éditeurs. C'est pas les développeurs. Hein, c'est ce que tu disais plus tôt, la pression du faut sortir quelque chose de la deadline, quoi. C'est évidemment, c'est les éditeurs. Hein, c'est les éditeurs qui disent bon, ben maintenant, ça sort à telle date, fini ou pas, ça sort. Et donc, bah, du coup, les mecs, ils le sortent comme ça, et après, ils se dépêchent de cravacher pour faire le patch Day One. Et quand ils n'ont pas le temps, bah, ça sera le patch 1.1. Voilà. Et la question étant, du coup, c'est que vis-à-vis de cette remarque, c'est-à-dire, à l'heure actuelle, ils se permettent ça, et donc, du coup, les jeux sortent de moins en moins sortis. Et à l'époque, vu qu'ils pouvaient pas se le permettre, ils sortaient souvent, bah, du coup, plus complets. T'es d'accord avec ça ou pas du tout? Toi qui as, du coup, beaucoup joué à des jeux à l'époque où il n'y avait pas ces patchs-là. Bah, oui, je suis d'accord, mais c'est normal. Parce qu'encore une fois, ce que je dis, à l'époque, les jeux, tu les faisais avec... c'était 4 mois de développement avec 10 personnes. Donc, évidemment que voilà, quoi, tu vois, c'est même pas une question de ah oui, mais à l'époque ils pouvaient pas se le permettre. Oui, c'est vrai qu'ils pouvaient pas se le permettre, il y avait pas internet, donc tu pouvais pas télécharger les patchs. Même si il y en a eu des patchs en 97, tu avais des patchs pour Baldur's Gate, hein, tu vois, donc ça existait déjà. Mais c'est juste que oui, ben c'est maintenant. En fait, la différence, c'est que le concept de sortir un jeu pas fini, ça n'existait pas. Ok. Ça, oui, ça d'accord. Tu sortais le jeu.
il y avait des problèmes, mais il était fini. Tu vois, c'est après, tu sortais des patchs correctifs, machin, etc., pour améliorer l'expérience de jeu, mais tu sortais le jeu, il était déjà fini quand même. C'est la différence où maintenant, c'est effectivement, tu vas sortir le jeu en early access. Ça, c'est le truc, voilà, c'est le jeu, on te sort un jeu en early access, c'est systématique. Maintenant, tous les jeux, ils sortent en early access. Je pense que c'est parce que aussi on est sur des budgets qui sont tellement gros qu'ils ont envie de rentabiliser, capitaliser dessus le plus vite possible. Je capte. YouTube a beaucoup évolué, on en parlait juste avant, la monétisation, les algorithmes, l'onglet tendance, etc. Et enfin la façon de consommer aussi qui a changé notamment, de l'abonnement à la page d'accueil. Voilà, beaucoup de gens à l'époque, en tout cas en 2013, 14, 15, étaient constamment, et même ta provenance de vue venait beaucoup de manière générale de l'onglet abonnement. Maintenant, c'est beaucoup plus de la page d'accueil. Donc, c'est-à-dire que l'algorithme de YouTube va avoir beaucoup plus des recommandations. Ouais, des recommandations. Et même de ce que j'appelle page d'accueil, recommandations, voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution dans la façon de consommer et de la surprésence, peut-être, tu vois, de cet algorithme qui a, entre guillemets, même droit de vie ou de mort sur ton contenu, quoi. J'ai envie de dire, c'est à la règle du jeu, mais pas vu 7. Hein. Malheureusement, c'est comme ça, on n'y peut rien. Ça sert Enfin, c'est chiant, mais ça changera pas. De toute façon, c'est YouTube, ils mentent. De toute façon, tout le temps, c'est des mythos, quoi. Ah non, mais ils ont beau te dire, non, mais ça n'existe pas, l'algorithme, c'est pas vrai, c'est faux. Tu sais, je veux dire, il y a des gens, on a bien vu quand ils avaient craqué ils avaient craqué le code de YouTube. Il y a eu un truc de quelques heures où il y avait une faille de sécurité sur YouTube et les gens avaient pu voir le classement des YouTubeurs. Il y a un classement des YouTubeurs qui existe avec classé de super safe à attention, ne pas trop mettre en avant. Tu vois, ouais. Cette liste, elle existe, on le sait, on l'a vu. Et après, YouTube, il fait non, c'est le hasard. On a juste classé les YouTubeurs de A à D. C'est purement par hasard. L'alphabet. Ouais, c'est l'alphabet, voilà. Amixem, c'est A. Voilà, c'est le hasard. Et ouais. Mais non, cette liste, elle existe. Donc, nous, on n'est pas trop mal placés, mais on est dans la deuxième partie on est en B-, je crois, un truc comme ça. En fait, c'est clair. En fait, le truc, c'est que c'est classé pour les enfants, en fait. Hein, maintenant, c'est la grande hypocrisie. Hein, c'est que normalement, tu n'as pas le droit d'avoir un compte YouTube et tu n'as pas le droit d'aller sur YouTube si tu as moins de 13 ans. Sauf qu'en vrai, les YouTubeurs, ils sont classés par kids friendly, tu vois. Donc, par exemple, un mec comme Amixem qui va jamais dire caca dans ses vidéos parce que c'est vulgaire, tu vois, il est classé en AAA, parce que il est ultra kids friendly, tu vois. Et donc oui, il y a un algorithme, il y a un classement des youtubeurs et ça fait chier, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Après, encore une fois, je te dis, nous, ça fait longtemps qu'on ne vit. Joueur du Grenier, c'est une chaîne qui n'attire plus un public nouveau, en fait. Donc c'est pour ça qu'on est inévitablement amené à disparaître aussi. Ah ouais, ça vit sur ses anciens. Ah oui, c'est sûr, parce que les jeunes maintenant, ils connaissent pas Joueur du Grenier. Les jeunes, ils connaissent Inoxtag, ils connaissent Michou, ils connaissent le Bouzeux, ou voilà, mais ils connaissent pas Joueur du Grenier parce que de toute façon, c'est pas adapté pour eux, tu vois. C'est un humour qui est un peu spécifique, c'est un humour, ça parle de trucs qui ont 40 ans. La NES, ça a quasiment 40 ans, tu vois. Ça parle de vieux machins. Et puis même, des fois, il y a des surprises. Des fois, il y en a qui découvrent. Mais c'est souvent par le grand frère, tu vois. C'est le grand frère, la grande sœur qui transmet. Ouais. Qui transmet. Et c'est comme ça qu'ils font ah ouais, c'est super, j'aime bien. Et c'est cool, ça fait plaisir, tu vois, quand on en voit des jeunes qui arrivent. Mais en fait, on sait très bien que c'est pas la majorité de notre public. C'est des gens qui ont entre 25 et 35 ans à l'heure actuelle. C'est la plus grosse partie. Ouais. Je crois que c'est 60% des gens qui nous regardent, ils ont entre 25 et 35 ans. Et donc, c'est un public qui, plus il va vieillir, plus il va avoir autre chose à foutre que d'aller sur YouTube regarder des vidéos, tu vois. Donc, ah oui, quand il y a le marmot qui gueule derrière. Exactement. Et c'est ça, hein. Moi, nous, quand on a commencé, on a eu des couples qui se sont formés dans les files d'attente, dans les conventions. Joueur du Grenier, c'est devenu un truc quasiment familial, hein, maintenant. C'est marrant à dire. C'est marrant. On a commencé, quand on a commencé, c'était beaucoup des gens qui avaient 20 ans, tu vois, qui genre, je me souviens, j'ai eu la PlayStation quand j'avais 10 ans. Maintenant, voilà, encore une fois, le PlayStation, c'était en 97. Voilà. Donc, et maintenant, c'était plus ce genre, hey, je me souviens de toi, j'avais 14 ans quand je t'ai connu. Et quand on les revoit, c'est, hey, je me souviens de toi, enfin, je te regarde toujours avec mon enfant. Ça remet les choses en perspective, quoi. Ouais, complètement. Ah, ça, c'est marrant. Attendez, ce principe, je l'écoutais il n'y a pas si longtemps dans un podcast, ce principe quand tu es créateur de contenu, ou même de musique ou de quoi que ce soit, de devoir, à un moment, pour perdurer, rajeunir ta fanbase, et donc du coup à un moment ou à un autre arriver au dilemme fait de devoir tourner le dos aux anciens. Non, c'est ça c'est mort.
Ça, pour moi, en fait, le truc, c'est que j'ai eu des trucs, notamment sur les JDG en revanche, c'est pour ça que j'ai arrêté d'en faire d'ailleurs, où, où c'était monté comme du Squeezie 2015, quoi, tu vois. Ouais. C'était vraiment genre ultra énervé, ultra épileptique. Ouais, gros zoom, cut. Exactement. Après, ça reste moi qui m'énerve sur un jeu vidéo. C'est quand je m'énerve dans un jeu vidéo, en revanche, je fais pas semblant de m'énerver. Bien sûr. C'est juste, j'enlève les filtres, je laisse sortir le truc tel que ça vient, et après, je le monte, moi, de manière... En fait, le truc, c'est que quand je veux faire ça, quand je veux faire du jeune, tu vois, alors que j'ai 40 ans cette année, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une caméra qui me filme à la troisième personne, tu vois, et un mec qui fait mais mec, mais t'es ridicule, quoi. Qu'est-ce que tu branles, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Mais t'as quel âge, espèce de bouffon? T'as pas autre chose à faire, là? Tu sais, il y a vraiment... C'est comme s'il y avait un moi qui me regardait en mode... Tu sais... Trop déçu, genre. Ouais... Du coup, c'est pour ça que je peux pas. C'est pas grave. Pas grave. On se contentera des vieux. Bah, on se contentera des vieux, c'est bien dit. C'est bien dit. D'ailleurs, en parlant de ça, qui a vu un peu les différents âges de la création de contenu, tu as évoqué plusieurs fois les issues, les inox, etc. Tu penses quoi de l'évolution de ce métier, de sa manière de faire, c'est l'avènement de TikTok, des formats rapides, courts, très secs à prendre tout de suite, des réseaux sociaux et compagnie? Honnêtement, j'ai pas TikTok. Donc, je vais pas juger TikTok, sachant que je ne l'ai jamais Ah, installé. mais tu vois comment ça fonctionne. Je vois comment ça fonctionne, j'y suis. Bon, en fait, sur le principe, c'est pas différent de Vine. Hein, donc, je vais pas faire le vieux con à dire TikTok, c'est nul. M'en fous. Voilà, m'en fous. C'est vraiment, j'ai pas de jugement. J'ai pas de jugement j'ai pas de jugement sur la plateforme en elle-même. C'est plus. Il y a des gens qui, des fois, c'est un peu genre, regardez, je suis un connard, c'est marrant d'être un connard. On a vu à Webedia ici, par exemple, là, des gens qui avaient tout cassé. Ouais, les voilà. fameux TikTokers. Les fameux TikTokers, voilà. Donc, faut pas tomber dans le. Faut pas devenir le plus gros déchet de l'espèce humaine, tu sais, juste pour attirer des vues à un moment donné. Voilà, quoi. Ça s'entend. Cette manière de faire qui est pas ouf, des fois, Ouais. on va pas se mentir, ça résulte sur des choses pas terribles. Je me permets, comme ça, pour histoire de finir gentiment. Ouais. Franchement, ça fait 1h30, on y est. Ah. On passe un bon moment, J'ai pas vu le personnellement. temps passer. J'espère que c'est ton cas également dans le chat. J'espère que vous appréciez. J'espère que les gens s'amusent dans le chat. Moi, j'ai pas de retour, hein, je vois pas le chat. Ouais, bah, regardez, faites coucou à Fred. Voilà, regarde, je te mets le chat. Voilà, faites coucou. Salut, Tu le verras, chat. ils sont nombreux et ils sont très gentils, ils sont très contents. Après 13 ans de carrière, si tu pouvais donner un regret sur ta carrière et à l'inverse, une satisfaction. Je me permets de te laisser quelques temps pour réfléchir, le temps que le chat débite, tu vois. Alors, là, regardez, ils doivent être contents, là, ils sont là, ils envoient et tout. C'est assez cool, tu vois. Un regret sur la carrière. Non, un regret, que ce soit un tournage, un contenu, un truc que tu as accepté ou refusé, n'importe. Tranquillement, regardez, vous êtes beaux dans le chat. Oh là là, bébou et tout. Vous êtes Je réfléchis, ouais, un regret sur la carrière. Peut-être qu'on se soit trop enfermé trop longtemps dans notre format, en fait, et qu'on aurait peut-être dû essayer d'en sortir plus vite D'accord. pour plus donner l'habitude aux gens, tu vois. Parce que là, c'est vrai qu'on a donné aux gens, il y a 3 plats, tu vois. Il y a papier-grenier, hors sujet, genre du grenier, rien d'autre. Tu vois. Et le truc, c'est qu'on les a tellement habitués tellement longtemps que maintenant, si on essayait de faire quelque chose d'autre, les gens feraient « Ah, ma soupe n'a pas le même goût que d'habitude. Donnez-moi ma soupe !» C'est moins flexible, quoi. Voilà. Donc, mais c'est comme ça. Parce qu'il y a toujours ce truc de « Je veux pas que ça bouge, mais si ça bouge pas, je m'en vais. » Tu vois. C'est toujours ce qu'on parlait au début. Donc, peut-être ça. Peut-être de pas avoir de pas s'être plus diversifié plus tôt, moi, je dirais. Mais après, c'est pas trop tard. Hein. Bien sûr. On commence à le faire même. Et puis, une satisfaction... un truc où tu es particulièrement fier, tu vois. que c'est quand même grâce à ça que j'ai rencontré ma femme, en fait. Belle. Bah ouais, parce que finalement, je l'ai rencontré dans une convention à travers ce métier. Donc, si j'avais jamais fait ça, j'aurais jamais rencontré ma femme. Magnifique. Très classe. Franchement, très, très classe. Je pense que ça résume un petit peu cette heure et demie qu'on vient de passer. Et je te remercie encore sincèrement d'avoir accepté de venir. Merci beaucoup. Et vraiment, regardez-les, comment ils sont beaux, comment ils sont gentils. On parlait un petit peu de ce côté très spontané, de la chaleur et des messages véhiculés par le chat. Et je trouve qu'en 1h30, on aborde
apporté plein de points et je suis très content qu'on ait pu faire cette émission et franchement, pour ça, je te remercie. Merci. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. J'espère également que vous avez ressenti un petit peu ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu vous proposer, que vous avez en tout cas apprécié. Pour ceux qui viennent d'arriver, comme d'habitude, je sais, vous aimez bien, vous arrivez au bout d'1h20 et vous êtes là, ah, c'est fini. Vous inquiétez pas, la VOD elle sort très vite sur YouTube, elle sera avant 21h sur YouTube. Donc regardez, hop, vous l'aurez gratuitement et vous pourrez vous faire plaisir. Et ça c'est cool. Comme d'habitude, je vous l'ai dit, Zach en roue libre, la semaine prochaine, je prends des vacances. Voilà, je prends une petite semaine histoire de recharger les batteries et bien finir cette fin de saison. Donc n'hésitez pas, si vous avez des noms que vous aimeriez voir, j'enverrai des tas de messages pour clore correctement. Zach en roue libre, c'est terminé pour cette semaine. On vous remercie. On se retrouve du coup dans 2 semaines. Je vous ferai des annonces de qui viendra, qui ne viendra pas. Je vous dirai qui y aura en avril et compagnie. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à vous. Ciao, ciao.